Eh ben, écoutez, merci de m'avoir invité en tout cas ce soir parmi vous. Je m'appelle Virginie Lefebvre et ça fait donc 7 ans que je pratique l'hypnose régressive quantique de la méthode Dolores Cannon. Donc je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler de cela ou pas. Ok, certains oui, certains. Du coup, j'ai découvert cette pratique il y a 8 ans maintenant. C'était tout un cheminement. En fait, j'ai pris conscience qu'au-delà de notre corps physique auquel on s'identifie, eh ben, il y avait aussi l'âme et tout ce qu'elle pouvait traverser dans cette vie et puis dans d'autres espaces, voire dans d'autres vies. Voilà. Et je me suis beaucoup ouverte à tout ça. Et en fait, ce qui m'a attirée chez ces techniques, c'est je l'ai découverte en regardant une vidéo d'une séance filmée où la personne décrivait ses vies et où elle parlait aussi avec sa grande sagesse, son moi supérieur, et elle répondait à ses propres questions. Donc là, directement, j'ai voulu, moi, en faire une, évidemment, pour, voilà, parce que ça m'attirait et que j'avais envie de découvrir un petit peu tout ça. Et donc, eh bien, j'en ai fait même plusieurs, et là, j'ai voulu me former parce que j'ai trouvé que c'était vraiment l'équilibre entre le corps physique, mais aussi ce qu'on est au plus profond. On s'identifie à notre corps physique en oubliant qu'en fait, c'est le véhicule de ce voyage qu'est l'incarnation, en fait. Voilà. Donc, l'hypnose régressive quantique. Donc, dedans, il y a hypnose. Donc, on est dans un état modifié de conscience, l'état hypnotique. En fait, qu'est-ce que c'est l'état hypnotique ? C'est une onde cérébrale qu'on utilise. C'est l'onde θ. Donc, tout le monde peut la voir puisque chaque être humain y est 2 fois par jour, au moins, au minimum. À savoir au lever, quand on se réveille, qu'on est encore dans le lit, un petit peu détendu, et au coucher. Cette onde θ, tout le monde y a accès. Et donc, c'est avec ça qu'on va voyager et qu'on va expanser sa conscience, entre guillemets. Ça, c'est pour le côté hypnose régressif, parce que on va voyager dans le passé. Donc, ça peut être de cette vie-là, selon les problématiques et le souhait de la séance, mais ça peut être aussi dans d'autres vies, voire dans d'autres espaces. Voilà. Et puis quantique parce qu'on se rend compte qu'en fait le temps n'existe pas, c'est quelque chose qui est un petit peu particulier, mais on va pouvoir aller guérir une vie qui a mal été vécue, ou le passé va pouvoir guérir le présent. Ça c'est un petit peu particulier, mais c'est ce qu'on observe en tout cas en séance. Donc voilà. Comment se déroule une séance ? En fait, la méthode Dolores Cannon, ce sont des séances très longues. C'est une demi-journée avec une personne. Ça veut dire qu'on ne va pas en faire toutes les 2 semaines. Ça se différencie beaucoup du coup de l'hypnose ericksonienne, qui est très bien, mais qui est totalement différente. Il y a vraiment la partie spirituelle du coup, où voilà. Donc c'est une demi-journée où la personne vient, raconte tout ce qu'elle sait de sa vie, du début qu'elle se souvient jusqu'à nos jours. Et ensuite, on passe à la séance. Et la séance, en fait, elle se déroule en 2 temps. La personne va voyager dans des espaces, soit des vies passées. En fait, le terme plus juste, ce serait parallèle plutôt que passé. Soit d'autres espaces, d'autres dimensions. Et ça, c'est vraiment quelque chose de propre à la méthode Cannon. C'est-à-dire, voilà, je pense qu'elle l'a appelé régressif parce qu'on va souvent voir des vies passées, mais qu'il y a aussi un pan important de cette technique qui est d'autres planètes, d'autres êtres, d'autres dimensions. Voilà. C'est un point important. Voilà. Je me perds un petit peu dans tout ça. Oui, voilà, sur ce point-là. Oui, merci. On peut voyager dans le futur aussi, pas. Oui, on peut. On peut voyager dans le futur. Après, ça va être des potentialités. Et souvent, on ne le fait pas pour une simple raison, c'est que ça peut arriver si c'est utile pour votre présent. En fait, ces séances-là, elles sont vraiment basées sur qu'est-ce qui va vous servir pour le présent, d'aller voir dans le passé ou d'autres dimensions. Sinon, on n'a pas accès. Moi, ce que j'ai vu, c'est que lors de ces séances, en fait, elles sont toujours menées d'une manière extrêmement bienveillante. C'est-à-dire que on va pas vous montrer des choses qui vont vous choquer ou vous mettre dans un état qui va vous... En fait, c'est vraiment pour vous servir avec ce que vous êtes en train de vivre présentement. Qu'est-ce qui fait miroir ? Pourquoi vous vivez ça ? Est-ce que vous l'avez déjà vécu ? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Voilà. Et du coup, le futur, très honnêtement,
Je n'ai jamais été avec une personne dans le futur, moi, mais je sais que des collègues l'ont déjà fait. Donc oui, c'est possible, en tout cas. Eh ben, je vous en prie, merci. Donc, voilà, oui, donc excusez-moi, ça y est, j'ai retrouvé le fil. Comment se déroule une séance? Donc ensuite, on va voyager. Et ensuite, le deuxième temps qui est très intéressant, du moins je pense, la personne, lors d'une séance, elle prépare sa séance, c'est-à-dire qu'elle va poser des questions multiples et variées. Et ensuite, dans un deuxième temps, sa grande sagesse va y répondre. Mais elle passe à travers elle. C'est-à-dire que le filtre, c'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est soi-même. Donc ça, c'est génial. C'est l'hypnotiseur qui pose les questions et c'est la personne qui y répond. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que donc c'est un moi supérieur qui répond. Il y a une espèce de grande sagesse comme ça qui s'exprime avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et puis parfois, il y a d'autres êtres. C'est-à-dire, ça peut être des guides d'incarnation, des guides spirituels, donc qui ne sont pas incarnés matière, mais qui sont présents à vos côtés depuis bien des incarnations en fait et qui vous connaissent super bien. Ça peut être des anges aussi. En fait, j'ai remarqué que chacun d'entre nous avait au moins un ange gardien dédié. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en séance. Voilà. Ça peut être une famille d'âmes, oui. Vous pouvez communiquer qui est notre âge, le nom? En fait, oui, vous pouvez. Après, souvent, la réponse qu'on a, c'est que le nom n'est pas important. Mais oui, ça leur arrive de le dire. Si c'est important pour la personne et que ça va l'aider dans son... Mais ce qu'ils veulent surtout pas, c'est nourrir le mental, en fait. Et plutôt nous connecter, à chaque fois, ça revient le cœur, le cœur, le cœur. Toujours le cœur. Voilà, donc ils essayent de minimiser toute la charge mentale avec toutes nos questions un peu de la personnalité et nous relier plutôt à ce qu'on est réellement, à notre âme et tout ça. Voilà. Et je vous en prie. Voilà, je sais, il y a tellement de choses à dire que je suis noyée sous les... Est-ce que... Oui. Vous dites dans un deuxième temps, donc il faut poser des questions. Oui. Des questions qui sont préparées avant la séance. C'est ça. C'est la seule chose que doit préparer la personne, ce sont ces questions par écrit. D'accord. Donc je me disais, s'il commence à voyager un peu dans le passé, il va découvrir forcément des choses. Absolument. Encore des questions supplémentaires, peut-être plus pertinentes. Merci d'avoir posé la question. En fait, avant toutes les questions que la personne a amenées, et vous vous imaginez bien que des fois, il y en a qui sont posées par le mental, on demande pourquoi on a vu tout ça. Parce que c'est super important en fait. Enfin, pourquoi on nous a montré telle vie, qu'est-ce qu'il y a à apprendre, qu'est-ce qu'il y a en lien avec nous au présent, et on a toutes les réponses et les compréhensions. Donc ça peut-être, ça répond Oui, parce que moi je me disais qu'en fait, on va avoir des questions, comme vous dites, c'est certainement le mental, mais on vit dedans toute la journée. Absolument. Et par rapport au voyage qu'on va faire antérieurement aux questions, oui. Ça va certainement apporter des informations auxquelles on n'a pas accès. Et forcément, peut-être même des questions cette fois qui sont pas du mental, mais certainement plus pertinentes. On les aura pas mis dans le lot, en fait. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends. Oui. Après, en fait, c'est assez juste par rapport à ce qu'on voit, c'est-à-dire que très honnêtement aussi, une séance, elle se passe jamais comme prévu. Souvent, la personne, elle vient avec une liste complète de questions et tout. Et souvent, c'est pas du tout ça dont elle avait besoin en fait. C'est plus entre elle, ses guides, son âme, et elle ressort des fois avec quelque chose qu'elle ne s'y attendait pas du tout, mais qui est en fait très pertinent. Mais voilà. Donc en fait, on ne sait jamais, on sait jamais comment va se passer une séance, et c'est très étonnant. Mais par contre, il y a toujours un fil conducteur et une intelligence incroyable entre les scènes vécues, le présent vécu qu'on a pu discuter avant, et il y a une cohérence et une compréhension des choses. Qui est passionnante. Oui. Alors, sous hypnose, la personne se souvient de tout quand même? Alors, en fait, nous, donc, dans cette méthode-là, on utilise l'onde θ, mais la personne est consciente qu'elle est sur le canapé, qu'elle est là, qu'elle est... Le défi, je pense, c'est que le mental est toujours présent et qu'en fait, oui, elle aura l'impression de se souvenir de tout. Sauf que 2 heures plus tard, elle va déjà être étonnée de ce qu'elle a pu dire. Oui, ces séances sont enregistrées. Parce qu'en fait, on a l'impression de ne pas être sous hypnose, de dire plein de choses, etc. Et de se souvenir de tout dès qu'on se réveille. Par contre, je vous assure que quand vous réécoutez, vous êtes étonné de ce que vous avez sorti au final. Donc on peut s'enregistrer. En fait, les séances sont enregistrées. Elles sont enregistrées du début à la fin pour pouvoir écouter parce qu'il y a un soin qui se fait aussi à la réécoute, forcément.
parce qu'on est en pleine conscience. Mais en fait, cet état est tellement léger qu'on ne se rend pas compte qu'on est sous hypnose. Et quand le moi supérieur parle, on a souvent l'impression que c'est nous-mêmes qui parlons. Pour 2 raisons, en fait. Parce que cette grande sagesse, elle nous a jamais quittés. Elle nous a toujours accompagnés depuis petit. Donc, quelque part, quand on pose les questions, on a déjà les réponses. Vous nous hypnotisez ou comment En fait, moi, je fais juste un guide pour vous mettre dans l'onde Theta. Après, c'est l'hypnose, en fait, c'est vrai que... Parce que l'hypnose, normalement, se souvient de rien. Ça dépend laquelle. Et ça dépend. C'est vrai qu'on a toujours ce truc de l'hypnose de spectacle, en fait. Mais moi, concrètement, je ne sais pas comment ces messieurs font pour vous mettre dans un tel état. Moi, j'en suis incapable, en tout cas. Vous dites que le theta, c'est souvent au réveil. Alors moi, ça m'est arrivé qu'une fois, j'ai entendu une voix au réveil. Et je dis, mais je rêve. Ouais. Puis je dis, mais non, je suis réveillée. Et puis réveillée, je dis, mais 3 fois, qu'est-ce que c'est en fait? Ça peut être beaucoup de choses. Je pense que dans cette salle, beaucoup de personnes ont eu des expériences dites un petit peu bizarres, ou en tout cas pas rationnelles, en tout cas, avec notre cerveau. Mais sous ces ondes-là, oui, on a accès à d'autres dimensions, simplement. Donc ça peut être, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Enfin, ça peut être un ancêtre qui prend soin de vous, ça peut être votre guide, ça peut être une âme qui passait par là et qui vous a fait un coucou. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses. C'est ça. Mais oui, en tout cas, cette onde-là est très intéressante et c'est exactement la même qu'on utilise en méditation. Il n'y a pas de différence entre l'hypnose et la méditation. Au niveau du cerveau, c'est la même chose. C'est la même chose. D'ailleurs, souvent, pour préparer une séance, vous savez, vous avez plein de petites méditations gratuites sur YouTube, vous pouvez choisir. Elles sont pas, elles durent le temps que vous voulez. C'est un très bon entraînement, en fait. Parce que c'est ça. Il n'y a rien de plus... C'est ça. C'est la méditation. Voilà. Et comment savoir qu'on ne navigue pas un peu dans un délire? Par la cohérence de la ligne conductrice, je dirais. Et ça, c'est le boulot de l'hypnotiseur, justement. De voir un petit peu ce qui est en train de se passer et si ça reste cohérent ou s'il y a un trouble de la personnalité ou quelque chose qui n'est pas normal. Ça, c'est le boulot quand même de la personne qui est là, pleine consciente. Quand même. Voilà. Mais vous, ce sera à la réécoute. Puisque, voilà. C'est en réécoutant, est-ce que ça vous semble cohérent? Et aussi à ce qui se passe durant les séances. Parce que selon les séances, c'est pas tout le temps. Des fois, des fois les personnes sont déçues. Parce qu'elles n'ont pas vu ce qu'elles voulaient voir, parce qu'il n'y a pas eu de guérison, et en fait, il s'est passé d'autres choses qu'elles comprendront plus tard. Mais... Et est-ce qu'il y a une différence entre l'intervention d'un médium, par exemple, et une séance d'hypnose? Le médium, le filtre, c'est lui. Donc, à part croire ce qu'il vous dit, en fait, là, vous le vivez vous, en fait. C'est vous qui voyez, c'est vous qui ressentez. Et parfois, moi, ce que j'ai compris aussi, c'est quand le corps réagit. C'est-à-dire que des fois, vous voyez des choses, ok, on essaie de détacher un maximum la personne, mais à un moment donné, une scène, elle fond en larmes, le corps tremble, il y a quelque chose qui se passe au niveau des cellules, en fait, de la mémoire. Et là, ça peut pas mentir, on peut juste le ressentir dans ses tripes, en fait, que ça s'est passé, quoi. Et après, il y a des choses qui se passent avant les séances, puis des choses après, normalement. Mais ça, voilà, ça appartient à chacun, oui. Et le passé, ça commence à partir de quand, alors? Je pense que, pour moi, alors c'est difficile à expliquer avec des mots. Pour moi, il n'y a pas vraiment de passé. J'ai l'impression que chaque chose se déroule en même temps, au même moment, tout le temps, en fait. Et que ce sont des cycles. Et que ce serait plus le temps, au lieu d'être linéaire, il serait plutôt en spirale, comme ça. C'est complexe. Ouais, mais concrètement. Concrètement. Mais justement, je dis qu'il ne commence pas, puisque c'est... Si le temps n'est pas linéaire, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, en fait. Il n'y a ni passé ni futur. Donc. C'est ça, c'est tout en même temps, exactement. C'est exactement ça. Mais là, on est en train, tout doucement, c'est quelque chose qui est... Ouais, non, c'est pas clair. Mais de toute façon, on va y aller, comme disait Dolores Cannon, on ne donne pas un steak à un bébé. Je veux dire, on est en train tous de s'éveiller, la Terre a des vibrations qui sont en train de monter, on y va doucement, quoi. Déjà, on prend conscience que nous ne sommes pas des corps physiques, ensuite consciente
que nous ne sommes pas seuls sur Terre, les dimensions, et en fait, mais on est loin de tout comprendre. Et je pense qu'à un moment donné, je crois qu'il faut accepter de ne pas tout comprendre. Et c'est ce que... Enfin, même les anges le disent, en fait. Même eux, des fois, ils ne comprennent pas des choses, mais ils ont cette sagesse de lâcher, en fait, et d'accepter le fait de ne pas tout comprendre. Bon, après, ça fait avancer de vouloir comprendre, hein, mais quand ça commence à nous torturer, c'est autre chose. Avec cette méthode, vous arrivez à soigner les personnes? Ça dépend. Moi, j'ai pas cette... en fait, oui, il y a des choses qui se passent, forcément. Oui, il y a des choses qui se passent. Si c'est le moment pour vous et qu'il y avait... en fait, comment on soigne les gens dans la compréhension. Après, soigner, c'est fort, en fait. C'est plutôt... il y a quelque chose qui se transcende, en fait. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, une fois, par exemple, j'ai eu une personne qui adorait la nature, mais qui avait une énorme phobie d'aller dans la forêt. Elle ne pouvait pas, elle ne savait pas l'expliquer parce qu'il s'était jamais rien passé de négatif dans la forêt. Et quand on est allé regarder, eh bien, on est retourné dans une vie moyenâgeuse où elle s'est fait attaquer par des loups. Voilà. Donc après, cette information, qu'est-ce que... Ça permet juste de comprendre. Et bien, des fois, cette compréhension déracine cette peur, en fait. Voilà. Après, je sais pas, ouais, j'ai des exemples, il y en a plein, mais il y avait par exemple cette dame aussi qui était très bien, enfin voilà, très lumineuse, etc., mais qui souffrait de boulimie depuis des années et des années, en fait. Mais vraiment, ça affectait sa sociabilité, elle pouvait pas aller au restaurant, elle pouvait pas manger avec un tel, enfin voilà, c'était vraiment quand il y avait des crises, elle finissait tout, même les boîtes de conserve à la cuillère, quoi. Et elle avait déjà pas mal vu de psychothérapeutes, psychiatres, etc., et là, elle s'est dirigée vers quelque chose d'autre. Donc, elle est venue en séance et donc, on a vu cette ascète avec une grande sagesse noire en Afrique. Et je comprenais pas où ça voulait. Elle venait pour ça, je veux dire. Et je voyais pas. On a vu toute sa vie qui était très belle, et je voyais pas en quoi ça allait l'aider au final. Mais bon, c'était chouette. Et à la fin, je dis mais comment tu te sens? Et là, elle me dit j'ai faim. J'ai faim. Elle me dit en fait, je suis squelettique. Je me dois d'être, j'ose pas demander parce que c'est moi le sage, et j'ai faim, quoi. Et donc après, voilà, il y a eu la guérison, les guides lui ont dit, c'est terminé, tu dois comprendre que tu ne manqueras plus jamais de nourriture, c'est fini. Et en fait, voilà, après, elle était super contente parce que là, pour le coup, c'était un petit peu miraculeux. Mais c'est pas toujours miraculeux, je préfère, voilà, ça peut arriver. Mais on ressent l'appel, on ressent au fond, voilà, ce que ça va nous apporter. C'est certainement le cerveau qui vient... en premier rang pour dire qu'il faudrait qu'on s'attende à quelque chose, en fait. Le cerveau, il est toujours présent pour dire qu'il faudrait qu'on s'attende à quelque chose, des attentes. Voilà. C'est ça. Et surtout de quelqu'un d'autre, pas de nous. C'est ça, en fait, le pire ennemi. C'est-à-dire qu'on a tendance à attendre que les autres fassent des miracles. Le coup de baguette magique de l'extérieur, oui, absolument. Et on ne prend pas conscience de ce qu'on vit tous les jours et pourquoi on a ces rencontres ou ces situations diverses et variées dans la vie pour tout à fait. dire mais oula, là, fais attention. Parce que, on est là, en train de râler. Oui, bon, après. Oui, voilà. Mais on est bien vu pour vivre certainement des choses pour comprendre. Absolument. C'est ça. Oui. Vous avez testé d'autres méthodes auparavant? Celle-ci, ericksonienne, tout ça? Ah oui, alors j'ai testé sur moi, je ne me suis pas formée, hein, mais j'ai testé. Non, ce sont des méthodes très bien et très compétentes pour certains domaines, en fait. C'est juste, ça n'a juste rien à voir. Enfin, l'ericksonienne va vraiment... oui, ça peut aller chercher dans l'enfance, etc. Mais à un moment donné, il manque moi, ce que je considère comme une conscience de l'être. C'est-à-dire ne s'identifier qu'à un corps physique qui a une mémoire de début, c'est-à-dire la naissance, jusqu'à notre mort. Voilà. Et en fait, moi, c'est pas comme ça que je conçois les choses. Et je peux pas dire le contraire, parce que du coup, je l'expérimente vraiment au quotidien, que ce soit dans ma pratique ou même dans notre vie, la façon qu'on a de l'appréhender. Voilà. Oui. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des personnes qui sont complètement hermétiques à la méthode, comme l'hypnose, quoi, on n'arrive pas à les faire rentrer Oui, la principale peur de toutes les personnes, c'est est-ce que je suis hypnotisable? C'est ça.
Oui, en fait, tout le monde est hypnotisable. Déjà, parce qu'on est tous en onde θ déjà 2 fois par jour. Après, ce qui peut bloquer, c'est notre mental, à savoir les attentes qu'on a de l'hypnose. Mais attends, là, je sens, elle est à côté de moi, je l'entends. Enfin, je suis pas du tout sous hypnose. Voilà. Donc, en fait, faut simplement bien expliquer ce qu'est l'état hypnotique, que c'est extrêmement léger, qu'on est dans du subtil et que c'est pas, boum, tu te souviendras plus de rien et je vais me mettre à parler. Là, ça fait un peu exorciste, quoi. C'est pas ça. L'hypnospectacle qu'on voit à la télé. Mais je sais, mais celle-là, elle nous fait beaucoup de tort, en fait, en vrai. Parce que c'est pas ça, l'hypnose, en fait. Pas du tout. Ouais, c'est du spectacle. Mais, ouais. Nous, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on la pratique. Et je ne saurais même pas pratiquer ça. Je ne sais pas comment ils font. Voilà. Vous êtes combien à pratiquer en France? Maintenant, on est nombreux. Très nombreux. Quand j'ai commencé, on était très très peu. Parce qu'en fait, c'était qu'en anglais et c'était pas connu en France. Et Dolores Cannon, aucun de ses livres n'était traduit déjà en français. Et en fait, voilà, moi j'avais rencontré à l'époque la personne qui revenait du Canada, qui venait de traduire le bouquin et qui s'était formée. Et qui avait, voilà, à l'époque même pas de cabinet et tout. Et puis du coup, on a sympathisé, c'est elle que j'ai voulu. Moi je voulais, voilà, mieux vaut parler à Dieu qu'à ses saints, comme dit ma maman. Donc je voulais cette personne-là qui avait l'air, voilà, calée, formée à la... Et donc, eh bien, c'est elle que j'ai vue, et puis elle m'a hypnotisée 2 fois. Et après, je me suis lancée, et au final, on était vraiment peu nombreux. Et ensuite, la méthode s'est ouverte en français, et là, vous avez beaucoup de choix, et c'est très bien. Parce que, en fait, c'est que des rendez-vous, et chaque personne a une vibration, et on se rend compte aussi que les gens qui viennent nous voir, mais alors pas du tout un hasard, c'est vraiment des rendez-vous, et on a une certaine vibration qui va... En fait, par exemple, selon ce qu'on vibre, on va vraiment attirer le même type, par exemple, de vie passée. Vraiment, sincèrement, ça va être comme une spécialité, ou je ne sais pas comment appeler ça. Mais voilà, donc c'est bien qu'on soit nombreux parce que il y a du boulot. Enfin, je veux dire, voilà, on est en pleine expansion chez tous les êtres humains. Voilà, il y a de la demande et c'est chouette. Ouais, je vous écoute. Tel que vous décrivez une séance, oui. J'ai l'impression qu'il y a eu une multiplicité d'informations qui vous parviennent. Oui. Et est-ce que ça n'ajoute pas à votre confusion mentale, intérieure? Ah, vous voulez dire personnellement, au quotidien? Non? Pour le sujet de ce soir, absolument. Parce qu'en fait, c'est passionnant. Il y a eu des tas de choses exceptionnelles qui ont été évoquées. Moi, pour être très honnête avec vous, les années où j'ai vraiment pratiqué à fond l'hypnose, comme on était très peu nombreux en France, je recevais tout type de personnes, toutes classes confondues, toutes vraiment, et de toute la France, voire des pays. Et en fait, là, j'ai appris tellement en fait. C'était à chaque hypnose une expérience et un apprentissage, mais vraiment. Et ce qui était très étonnant, c'est que chaque semaine, c'est comme si c'était des thèmes. Là, on va te montrer les êtres bleus. Et j'avais des personnes qui ne se connaissaient pas, qui venaient des 4 coins, qui venaient d'endroits différents et qui me parlaient des êtres bleus. Okay. Ensuite, là, ça va être les élémentaux. Okay. Donc, j'avais 4-5 séances sur les élémentaux. Après, ça pouvait être Jésus, dans sa vie d'Essénien en Israël. Donc, j'avais des scènes comme ça, avec des personnes qui ne se connaissaient pas. Après, c'était l'Égypte. Après. Donc, je l'ai vraiment pris comme, OK, je suis à l'école, quoi. Enfin, là, on est en train de on est en train de me télécharger ce que je considère être comme du savoir, voilà. Mais, oui. Je suis désolée, mais qu'est-ce que c'est les êtres bleus? En fait, ce sont des êtres qui viennent de plusieurs planètes différentes. On les retrouve dans plusieurs religions, notamment chez les hindous. On voit beaucoup de sculptures avec des êtres à la peau bleue. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, ils ont beaucoup aidé les êtres humains. Ils sont même descendus. Voilà. Moi, ce que je peux constater en voyageant un petit peu avec la conscience, c'est que tout ce qu'on considère être comme de la mythologie, parfois, c'était la réalité. Je pense que la Terre a été visitée bien des fois par d'autres êtres, qu'en plus on en garde des traces, sur des hiéroglyphes, chez les Incas, chez tout ça.
et qu'il y a une volonté, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais de nous le cacher, en fait. Mais ces êtres-là, pour moi, on a eu des contacts avec. Et certains peuples ont toujours des contacts avec. Et voilà, bon. Donc voilà, après, c'est vrai que moi, je me suis un petit peu amusée. En plus, voilà, on était un bon groupe d'hypnotiseurs où on s'entraînait. J'ai ma famille qui apprécie tout ça, donc on faisait des enquêtes, en fait. On partait sous hypnose, on faisait des enquêtes, on allait visiter, on posait des questions, on notait tout. Enfin, voilà, on s'est éclaté. Enfin, c'était très intéressant. Donc, sur des sujets qu'on souhaitait. On a beaucoup regardé sur ce qui était en train de traverser la Terre à l'heure actuelle parce que je trouvais ça étonnant. Ce que parlaient beaucoup les guides des personnes qui ne se connaissaient pas, c'était ce moment, le moment qu'on est en train de vivre et tout. Je disais, purée, mais... Et donc, du coup, on a creusé, hein, évidemment, parce que je suis curieuse. Et en fait, de par les enquêtes hypnotiques, ce qu'on a compris, simplement des enquêtes, c'est que la Terre était en train de changer de cycle. Et c'est pas un cycle descendant, mais bien un cycle ascensionnel. Je pense que c'est important d'en parler ce soir parce que ce qu'on a vécu tous il n'y a pas si longtemps, c'était pas très drôle et peut-être ça peut relancer un petit peu d'espoir et puis de compréhension, même si je pense que certains d'entre vous sont au courant de tout ça. Mais en fait, c'est ce qu'il me disait, à chaque accouchement, c'est douloureux. Par contre, après, il y a un accouchement, un renouveau, un bébé tout neuf qui arrive, quoi. Donc voilà, ça on a beaucoup enquêté le pourquoi du comment, mais qu'est-ce qui se passe. Et après, ce qui était intéressant, c'est que moi j'ai beaucoup besoin de preuves, malgré un esprit quand même assez ouvert. Je faisais des recherches après. J'avais pas envie de tout croire. Voilà, j'ai un côté un petit peu méfiant, mais je pense que c'est bien, c'est une protection. Et du coup, voilà, j'entrecoupais des informations qui n'avaient rien à voir avec l'hypnose. Donc je me suis rendu compte que pareil, dans les anciennes cultures, par exemple en Inde, eh bien, ils en parlent. Il y a les différentes ères du Kali, l'âge de fer, l'âge d'or. Et là, on arrive à la fin de l'âge de fer pour aller vers l'âge d'or. Ah, ok. Chez les Incas, c'est autre chose. En fait, ça correspondait. Ouais. Donc voilà. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que bien, il y a 7 ans, du coup, ça m'a vraiment passionné, ce qui allait se passer. Et en fait, on nous a prévenus un petit peu quand tout ça, le Covid, etc., s'est passé. Ils nous ont pas parlé d'épidémie. Ils nous ont simplement dit il va y avoir du tumulte. L'humanité va... Enfin voilà, mais pas que l'humanité, même la Terre. Donc préparez-vous, mais vous serez au bon endroit au bon moment, il n'y a pas de souci. Il faut juste savoir ce qui est en train de se passer. Voilà, exactement. Mais au moins, on était... Enfin, quand tout ça s'est passé, on n'a pas paniqué en disant « ça y est, on va être tous des robots ». On s'est dit « ah, ça commence ». Ah, c'est vrai, hein, ça y est, on va... L'intelligence artificielle. Ouais. Après, ouais. Du coup, justement, le fait d'avoir compris qu'en fait, on n'était pas dans un cycle descendant, mais dans un cycle ascendant, pour moi, je vois ça plus comme un rêve de leur part. Quand je dis de leur part, c'est de toute façon, on est polarisé. Hein. Je veux dire, une pile, pour qu'elle marche, c'est plus et moins. Bon, bah voilà, les énergies positives, les négatives, ça crée l'équilibre. Donc, quand je dis « il », c'est plutôt ce qu'on qualifierait de négatif, même si ça sert à l'équilibre. Je pense que... ils sont un petit peu désespérés et que voilà, là ça s'accélère, ça n'a pas forcément de cohérence, c'est pas forcément dirigé avec beaucoup d'intelligence, c'est très rapide en fait, c'est beaucoup de rapidité dans leurs décisions, comme si le temps pressait en fait. Il n'y a pas beaucoup de cohérence entre ce qui se passe en fait, leurs lois, enfin voilà. Après c'est moi ce que je peux observer, mais je pense que c'est positif. Voilà, et que... Ça va vers le positif. Voilà. Il faudra passer du négatif lourd avant. Je pense que moi, oui, je pense que vous avez raison, mais je pense que ce qui pourra paraître négatif chez l'un ça dépend, voilà, ce qu'on a à apprendre, la compréhension qu'on a globale, et en fait, nous, c'est ce qu'il nous disait, il y en a, ils veulent pas bouger en fait, ils veulent pas évoluer, mais ils ont le droit, ils ont créé toute cette matrice pour qu'on fasse nos expériences, parce qu'en fait, la planète Terre, c'est une planète école, on fait nos expériences. Donc, ils étaient là en tant que piliers de l'expérience. Mais là, eh bien, il y a d'autres planètes pour faire ça. Mais la Terre, elle va passer là. Elle va passer dans une autre dimension, en fait. Voilà. Excusez-moi, c'est quelque chose que je ne connais pas. Vous avez dit la Terre est en train de changer de type. De dimension, pardon. Oui, de dimension. Oui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous partez du principe que tout est vibration, donc, ça c'est la théorie, c'est le quantique, quoi. Et je pense que tout doucement, on se rend compte que c'est pas si absurde. Là, nous sommes en 3e dimension, c'est une vibration particulière. Donc, c'est celle qui nous est visible puisque nous sommes en 3e dimension. Et il y en a plein d'autres des dimensions, en fait. Et la 5e en fait partie. Et en fait, on se rend compte que nous cohabitons avec des êtres que nous ne voyons pas forcément. Et que peut-être, eux, parfois, selon là où ils sont, parfois ils nous voient, d'autres fois ils ne nous voient pas. Ça dépend là où ils sont dans les dimensions. Est-ce que ça vous parle? Pas vraiment. Vous avez peut-être entendu parler de momies de type extraterrestre qu'on a trouvé au Pérou. Ah, vous parlez des momies de Nazca? Non? Oui. Avec Thierry Jamin? Oui, j'ai entendu parler. Donc, est-ce que c'est cohérent, ça, avec ce que vous voyez, pensez? C'est cohérent avec ce que je vous disais, dans le sens où on a déjà cohabité quelque part, puisque là, on retrouve carrément des corps. Enfin, moi, oui. Oui. Ça amène plein de questions. C'est-à-dire, si on a déjà cohabité avec eux, c'est-à-dire qu'il fut une époque, ils étaient accessibles. On pouvait imaginer qu'on était dans une autre dimension, on a régressé. On a dû régresser. Absolument. En fait, on est là depuis beaucoup plus longtemps que ce que l'on pense, je pense. On a nous-mêmes changé de dimension, mais eux aussi. Et en fait, en 3D, il y a des c'est même pas des ovnis, il y en a, ils sont terrestres, en fait. Hein. D'autres êtres qui ne sont pas humains, mais qui sont plus ou moins humanoïdes, en fait. Ouais, alors... En fait, les pyramides ont été construites avant que ce qu'ils disent. C'est ça. Pour la petite histoire, je peux parler de ta première expérience d'hypnose, maman, ou pas? T'es d'accord? Ouais. Il y a ma maman derrière là-bas, donc comme elle est là, je peux lui demander là. Pour la petite histoire, j'ai pris des cobayes au début, hein, j'ai pas pris, voilà. Donc ma maman a très gentiment accepté. Et puis au début, je lui dis, qu'est-ce que tu vois à tes pieds? Donc elle se décrit, pieds humains, ok, les jambes, des jambes. Le torse, j'ai ça comme vêtement, ok. Et la tête? Ah non. Je dis, comment ça? Me dit, non, c'est trop absurde, je te dirai pas, c'est n'importe quoi. Je dis, maman, réfléchis pas, juste dis-moi ce que tu vois. Non, c'est ridicule. Je dis, une tête de chien. Et en fait, elle était habillée en pharaon avec une tête de berger allemand, quoi, en fait. Enfin, plus ou moins, hein, c'est ça. Et en fait, c'était passionnant parce qu'on s'est rendu compte que... après, elle m'a tout décrit, ce qui se passait, etc. Mais ces êtres, en fait, ils étaient physiques, c'est pas une mythologie. Voilà, on est allé loin, on a vu... ils étaient nombreux. Au-dessus, il y avait quelqu'un avec une tête d'aigle. Mais ce qui est étonnant, c'est que... là, maman avait besoin d'être convaincue, je veux dire. Là-dessus, non, pour la fantaisie, là-dessus, c'était pas gagné au tout début. Donc voilà. Par rapport aux sites disparus, comme l'Atlantide. Oui. Par rapport à l'Atlantide, il y a beaucoup d'Atlantes qui se retrouvent actuellement présents sur Terre, en fait, parce que l'Atlantide, il y avait... En fait, c'est très difficile de parler de l'Atlantide parce qu'elle couvre de nombreuses milliers d'années. Il y a ce qui s'est passé à la fin. Au début, c'était des êtres extrêmement évolués, d'une grande sagesse et d'une pureté. Et puis, il y a eu plein de choses, en fait. Il y a eu aussi des races extraterrestres qui ont perverti certains des êtres sages, d'autres qui le sont restés. L'histoire de l'Atlantide, elle est complexe. Mais ce que je sais, c'est que il y a énormément d'Atlantes actuellement réincarnées qui revivent un petit peu la même chose. C'est pas pour rien. Qui sont revenus à ce moment précis de la Terre, en fait. Elle se trouverait, j'ai lu récemment un article des archéologues, elle se trouverait au niveau du détroit de Gibraltar, dans ce coin-là. Plutôt côté océan, pas côté Méditerranée. Oui. Ouais. Après, moi, ce que j'ai pu... c'est pas... L'Atlantide, on en a souvent parlé. Après, j'ai pas enquêté dessus. Par contre, j'ai juste les infos qui peuvent me revenir de ce que j'ai pu voir selon... Mais à un moment donné,
l'Atlantide, les Atlantes, ils étaient partout dans le monde en fait. Il y avait une base qui était énorme, mais ils ont couvert une bonne partie de la planète. Donc, ouais. Vous avez nommé les élémentaux. Qu'est-ce que c'est les élémentaux? Les élémentaux, ce sont... on pourrait aussi les appeler les êtres de la nature. C'est eux qui contribuent à la floraison, aux couleurs des fleurs, à la structure de la forêt. Ils ont un grand rôle pour la nature, en fait. Les fées, les gnomes. Absolument, les lutins et plein d'autres choses qu'on ne connaît pas. Il y en a des sympas, des moins sympas. Et en fait, très étonnant, par exemple, en Écosse et en Irlande, où ils ont cette culture mythologique, avant d'engager des travaux, plutôt que ça capote tout le temps sans qu'ils comprennent pourquoi, ils engagent un médium pour voir s'ils ne sont pas sur un site religieux élémentaux. Et ça se fait. Donc ils ont conscience de cela, en fait. Il y a pas mal de personnes, surtout les enfants, qui les voient assez naturellement. Absolument. Aux parents, et puis bon, pas tous les parents c'est ça. sont ouverts à entendre ce genre de voilà, absolument. Mais il y a même des adultes qui ont un accès assez ouvert. Assez facile. Et en France, j'ai su qu'il y a le premier crédit qui a été donné par une banque pour une petite forêt. Deux médiums, oui. Je pense, de gens qui voient très bien ces êtres-là. Donc c'est une petite communauté qui vit dans un endroit, dans une petite forêt assez sympa. Et donc cette forêt, la mairie voulait la détruire pour construire des bâtiments. Mm-hmm. Et donc ils ont fait en sorte pour la protéger. Oui. Ils ont eu un crédit pour pouvoir l'acheter, ce lieu. Donc protégé, donc il n'y aura plus de construction, ils pourront vivre du coup. Et c'était miraculeux puisqu'ils ne s'attendaient vraiment pas à dire ça à un banquier. Oui. Et quand j'ai vu ça l'autre jour, mais c'est ça. C'est génial. Mais c'est ça, mais on a tous, il y a des fois, vous savez, vraiment, les travaux ne marchent pas. Le pont s'effondre, on refait le pont se réeffondre, pourtant tout va bien, mais ça marche pas en fait. Voilà. Et des fois, c'est parce que, il y a des êtres que ça dérange profondément et ils ont une action sur la matière. Voilà. Bon, après, voilà, on dit, moi, je ne les vois pas. Je peux peut-être les percevoir, mais j'ai pas cette vision claire. Certains l'ont. Mais voilà, on dit que c'est eux qui donnent toutes les couleurs et toutes les, qui sont là pour la végétation surtout, mais pas que. Et vous connaissez des gens qui corroborent ce que vous pensez? Êtes-vous seule à être folle, madame? Ben oui, pratiquement tous ceux qui viennent me voir, déjà, ils ont déjà eu cette approche, mais ouais, malheureusement, on est nombreux. Pardon. Les livres d'Anne Gévaudan, c'est des êtres de la nature, justement. Il y en a beaucoup dans les gorges. Je ne sais pas dans les gorges, quand je dis la dame qui les voit et qui en parle, elle s'appelle Anne Gévaudan. Elle a écrit plein de livres justement sur tout ce qui est tout ce qu'on ne voit pas, on va dire. Et je vais vous dire même plus, il arrive en hypnose que on peut se réincarner, mais pas forcément en être humain. C'est-à-dire que moi j'ai déjà eu des gens qui ont été des élémentaux. Donc ils vont me décrire toute leur vie, ce qui s'est passé, etc. Et ce qui est étonnant parfois, enfin même souvent, c'est que quand les gens sont sous hypnose, s'ils sont un petit enfant, ils vont parler un peu comme un petit enfant. Si c'est un troll, ils vont parler un petit peu comme un troll. Si c'est une personne ivre, tout d'un coup la personne va me parler un peu... voilà. Donc c'est étonnant parce qu'elle prend les traits de ce qu'elle représente en fait. Voilà. Oui. Je vais juste dire un témoignage de ce que je me rappelle, c'est une hypnose que j'avais faite avec toi et en fait en la réécoutant je ne m'en rappelais plus et j'ai rigolé parce que dans l'hypnose je dis et tu me dis qu'est-ce qui se passe, je suis en train d'accoucher mais j'avais les douleurs, les contractions, ouais. Et après tu m'as fait oui, te détacher. Me détacher de la scène pour plus ressentir, mais ça je ne m'en rappelais pas. C'est en réécoutant que c'est vrai que du coup les sensations. Elles peuvent être. Après, chacun est différent. Il y en a, ils ressentent rien. Ça peut arriver. Non, on a des techniques pour faire détacher. Le but, c'est pas de revivre la guillotine quand même. C'est pas. Je suis un peu. Ouais, non.
Et je me rappelle aussi la première fois que tu l'avais fait l'hypnose, j'avais rien à boire. Et en fait, j'avais demandé à ce qu'ils pouvaient me guérir en fait. Et ils ont dit oui. Et du coup, je me rappelle parce que sous la couverture, je faisais comme ça. Et depuis, je n'ai plus mal. Et ça, c'était, ils ont dit que c'était exprès pour ma foi en fait. Parce que voilà, il fallait une preuve tangible. Oui. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est que quand, lors de la fin de la séance, souvent aussi, les gens viennent pour des maux physiques, mais tout en ayant conscience de la part spirituelle et de l'âme, puisque le corps, il est connecté, il porte même, dans son ADN et dans ses cellules. Par exemple, quand on a des taches de naissance ou des points pas de rousseur, des grains de beauté, c'est quasiment tout le temps des blessures ou des morts, gravées comme une carte, en fait, de notre corps. Et donc tout ça pour vous dire que des fois quand lors de séances ils acceptent de faire quelque chose pour une douleur, mais souvent ce qui se passe c'est qu'ils expliquent pourquoi elle est là, et elle est souvent là. Par exemple, ça arrive très souvent, la personne vient, elle a super mal à l'épaule et ça n'arrive que de temps en temps, et des fois le moi supérieur, les guides répondent non, on fera rien. Non. Ah bon, pourquoi, parce qu'elle sait très bien, quand elle force trop, elle a mal à l'épaule, elle s'arrête, elle s'écoute pas. Donc c'est là où en fait, ça a une signification particulière. Bon après, on ne parle pas de pathologie, après il faut aller creuser, tout est différent. Mais voilà, il n'y a pas des guérisons physiques tout le temps. Mais par contre, ça permet de comprendre pourquoi on les a. Ça c'est intéressant. Ouais. Par exemple, les grosses pathologies... quand on a par exemple des cas de gros handicap très, très lourds dès la naissance, après chaque cas est différent. Mais moi, ça m'est déjà arrivé qu'une maman veuille faire quelque chose, elle allait voir un petit peu, à taper à toutes les portes, et son fils n'était pas hypnotisable puisqu'il n'avait même pas la possibilité de parler. Il a manqué d'oxygène en fait à la naissance, du coup c'était physique et psychologique, bref. Et donc on a fait l'hypnose sur elle, parce qu'elle pouvait faire le lien, en fait, pour aller voir. Et ils ont répondu que non, que c'était un choix de sa part d'expérimenter ça. Et ça, c'est très difficile, parce que c'est pas agréable de vivre comme ça, ni pour elle, ni pour lui. Et en fait, c'est aussi une conscience de se dire, oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'une vie par rapport à l'éternité, en fait? Qu'est-ce que l'expérience d'une vie hyper douloureuse, quelle qu'elle soit, que ce soit dans sa chair ou autre, par rapport à l'éternité, parce qu'en fait, on est des êtres éternels pour nous. Et une vie terrestre, pour nous, ça nous paraît parfois très long. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que pour tous ces êtres dans d'autres dimensions, c'est rien, ils comprennent pas. La notion de temps, pour eux, ils la conçoivent pas, en fait. Ils disent, ça va vite passer. C'est pas quelque chose de... Et pour nous, on est là, on est incarné, c'est long, quoi. Mais je pense qu'on a toujours cette conscience... autre qui a choisi d'expérimenter ça parce que lui est éternel en fait. Et il veut grandir dans de multiples expériences, apprendre qu'est-ce que c'est que d'avoir mal, qu'est-ce que c'est de faire mal, qu'est-ce que je ressens, est-ce que j'arrive à transcender avec amour ça ? Voilà, en fait. C'est cet être super puissant que l'on est et qu'on n'a pas conscience d'être et que chacun est. Est-ce qu'il y a des défunts qui peuvent intervenir ? Oui, il y a des défunts qui peuvent intervenir. Après, moi j'en ai déjà eu. Après, c'est pas je préfère qu'un guide se mette entre en fait. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des défunts qui sont intervenus. Après, lors de séances, moi je mets une protection avant parce que selon où le défunt est, etc. J'ai déjà eu des cas par exemple où la mamie elle voulait dire quelque chose à sa petite fille, mais dès qu'elle s'approchait, la petite fille avait une migraine en fait, parce que les vibrations elles sont trop basses. Et donc là, dans un état modifié, on a nos corps subtils ouverts. Je souhaite pas forcément qu'un défunt qui n'est pas passé, qui est encore en 3D, bien lourd, bien chargé, se colle à la personne. Voilà. Donc souvent c'est le guide qui fait l'intermédiaire, mais il arrive parce que c'est aligné et que quelque part, ça me regarde même pas qu'un défunt s'exprime, oui, parce que c'était important. Mais je vais toujours demander avant, est-ce qu'un guide peut le faire ? Des fois, ça me dit non, c'est lui qui va s'excuser, ou peu importe. Parce que c'est important pour les deux. Mais oui, ça, c'est arrivé. Ouais. Qu'est-ce que vous soignez ou soulagez le plus généralement du temps en fait ? Est-ce que vous avez
En fait, c'est vraiment... c'est un panel extrêmement... J'ai vu la raison pour laquelle ces séances arrivent, elles sont mais tellement multiples, parce qu'elles couvrent tellement un champ... Parce qu'en fait, là, vous avez parlé tout à l'heure de mots physiques. Oui. Vous disiez pas forcément, ce serait plus psychologique en fait, même si les deux peuvent être liés, mais... Ça peut être les deux, parce que la méthode Cannon est connue pour ça en fait. Mais moi, je veux pas trop... Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était pas tout le temps quand même. La méthode Cannon est connue parce qu'à la fin, on finit par un soin, un scan du corps et un soin. Et Dolores Cannon disait tout le temps, c'est la cour en miracle, quoi. La personne ressort, elle n'a plus mal, elle n'a plus de cancer, elle n'a plus ci, elle n'a plus ça. Moi, c'est pas ce que j'ai vu. Il y a eu des guérisons, on n'a pas le droit d'utiliser ce terme-là, j'en ai vu. Après, pas autant qu'elle le dit, et pas... Voilà. Donc oui, on a beaucoup de gens qui viennent avec des mots physiques. Moi, ce que j'ai plus vu, c'est une compréhension de pourquoi. Voilà. Et est-ce que la compréhension du pourquoi, c'est le début de la guérison? C'est ce que j'avais posé comme question, oui. Normalement, oui. Ça dépend ce qu'on en fait, en fait. Est-ce que vous voyez, vous? Je pense que c'est vraiment un chemin, en fait. Et oui, normalement, oui. Je pense que oui. C'est ce que je... Voilà. Et vous avez des contacts avec les gens qui viennent vous voir? Vous les suivez? Eh ben, pas tous. Pas tous. J'en ai plein. Enfin, je veux dire, j'en ai plein. Oui, ça a créé... Vous imaginez bien que... quand on vit tout ça avec une personne, je veux dire... Elle vous raconte sa vie, ensuite son âme va vous confier des choses, ensuite c'est ses guides et son moi supérieur, etc. Souvent, pas avec tous, mais souvent ça crée une amitié en fait, pas pour tous. Voilà. Après, j'ai beaucoup de personnes aussi qui souhaitent pas. Ça a été très intense pour eux. Déjà, il faut au moins 2 mois pour digérer, parce que c'est vraiment, voilà, c'est intense quoi. Et voilà, ça c'est en chemin, ça chemine. Donc j'ai les deux. Oui, il y a des gens avec qui je garde contact et ça, voilà. Et d'autres voilà qui s'éloignent, qui ont fait leur expérience et qui voilà. Il faut combien de séances pour dire c'est pas en une seule séance que... Normalement si d'ailleurs une séance Dolores Cannon on n'en refait pas une directe derrière parce que déjà l'hypnose en elle-même elle dure entre 1h30 et 3 heures. Donc déjà pour le corps, les corps, etc. Ensuite il y a énormément d'informations. Et il faut déjà décanter tout ça, l'intégrer pour... voilà. Ouais. Après, moi, j'ai adapté ça. Comme je comprends d'où ça vient. La méthode Cannon, elle est fabuleuse. Mais moi, j'ai voulu mettre en place des choses plus courtes. Peut-être moins intenses, ça dépend. Mais en groupe pour une première expérience, voilà. Plutôt que la méthode extrêmement longue que je pratique et que je fais toujours parce qu'elle est passionnante, mais elle est pas... Voilà, faut se sentir prêt, faut sentir l'appel. C'est un rendez-vous, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'une hypnose, on peut en avoir plusieurs. Je vais parler pour moi, mais je sais que c'est vrai pour plusieurs personnes. C'est que des fois, on réécoute l'hypnose 1 an après, ou des fois 2 ans après. Et en fait, c'est un peu comme quand vous regardez un film, vous allez toujours apercevoir de nouvelles choses que vous n'aviez pas vues, pas compris avant. Et en fait, des fois même, moi, ça m'est arrivé sur une hypnose. Sur le moment, j'ai pas senti énormément peut-être de guérison, et c'est alors là, écoutant des fois 1 an, voire 2 ans après, où en fait je me dis, mais oui, elle avait pleinement son sens, et je comprends, des fois 2 ans après, tout ce qu'elle apporte en la réécoutant. Et le temps de réécoute, la perception de réécoute, c'est, en tout cas moi, quand je l'ai vécu parfois, c'est autant puissant que de le faire. La réécoute est très importante, c'est un... Ouais, absolument. Vu qu'on engendre beaucoup d'informations, qu'on ne comprend pas toujours avec le mental. Des fois, c'est en cheminant 1 an, 2 ans plus tard, où on évolue, on se dit en fait, ouais, je comprends ce qu'il voulait dire à ce moment-là, et c'est maintenant aussi que ça mature différemment. Oui. Ça, c'est important. Tout à fait. Oui. Après une séance, bon, le temps passe, et après quelques mois, peut-être la personne reçoit des informations, des réponses. Est-ce qu'elle doit vous contacter, vous raconter Moi, je suis là. Après, voilà, je reste toujours à disposition. Après, c'est à la personne de... Il n'y a aucune obligation. Voilà, c'est ça que je veux dire, en fait.
Il n'y a pas de... Je travaille beaucoup Enfin, franchement, je pense que en tant que thérapeute, vraiment, il faut redonner le pouvoir à l'autre, quoi, en fait. Mais vraiment, quoi. Son auto-guérison, son pouvoir à lui de se guérir. Nous ne sommes que des outils. Ça passe par nous, mais c'est lui-même qui va se guérir, en fait. Voilà, qu'il soit souverain de sa propre guérison. Et pendant l'hypnose, c'est pareil. Nous, en tant qu'hypnotiseur, on doit juste faire en sorte que ça se passe bien, c'est notre rôle. Mais quelque part, c'est entre lui et son âme, on le voit bien, quoi. Et juste qu'on reprenne tous notre pouvoir, qu'on arrête de le mettre à quelqu'un, quoi. À donner en mode, guéris-moi, maintenant. Bon, voilà. C'est vrai que ça peut ouvrir des connexions qui restent un peu dans le temps. Oui. Oui, oui, j'ai une personne de temps en temps, c'est la seule, je crois. Hein. Elle se fait une petite hypnose régressive parce qu'elle dit que ça lui débouche. Après, elle entend bien tout. Ça lui débouche les canaux. Oui. Ça débouche les oreilles. Ouais. Oui. Et une question très pratique. Oui. Quelqu'un vient me voir qui a un cancer en phase terminale. Donc, j'imagine que cette personne attend beaucoup de cette séance. Comment vous abordez ça? Alors déjà, en fait, moi je ne prends jamais de séance sans avoir eu d'abord la personne au téléphone et discuter pourquoi elle veut la faire, en fait. Qu'est-ce qu'elle attend et pourquoi elle veut la faire. Après, on en discute. Si la personne me dit, ben voilà, j'attends, enfin, c'est mon dernier recours pour guérir, j'ai pas le droit de lui dire rien ne se passera parce que j'en sais rien. Par contre, j'ai pas le droit de lui dire, bien sûr, monsieur, venez, je vais vous guérir. C'est pas vrai. Donc je vais lui dire, comme je vous parle à l'heure actuelle, en fait. Que je ne sais pas ce qui se passera, que c'est très rare les guérisons instantanées et que si elle ressent vraiment l'appel, nous pouvons, mais que je n'ai aucun... Enfin, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Et après, là encore, la responsabilité à l'autre, en sachant ça, que décide-t-il? Voilà. Mais moi, mon truc, c'est... Enfin, ce qui, moi, ma responsabilité, c'est d'être honnête. Après, voilà. La responsabilité de l'autre, c'est de décider pour lui. Ce qui est bon ou pas. Des fois, on peut... Enfin, non, je parle de mon cas, hein, je t'ai appelé pour autre chose. Ouais. Et pendant la séance, tout est très bien passé, hein, j'ai eu des réponses. Mais non seulement pendant la séance, mais pendant les mois qui ont suivi, j'ai eu énormément d'informations sur les rêves. Ça m'a vachement perturbée. J'avais énormément d'informations, des rencontres un peu étranges, on va dire, mais tout était, je pense, programmé pour que je rencontre telle et telle personne. Et surtout les rêves. C'est surtout les rêves. Et j'ai eu pas mal de réponses après aussi. Oui. Oui, c'est là où c'est un cheminement, en fait, c'est ça. J'avais posé des questions, mais après, j'ai eu des réponses que je n'étais pas consciente que je devais avoir. C'est ça, c'est ça. Et des fois, j'avais des attentes. Hein, bien sûr. Qui vient dans mon petit cerveau. Mais après, oui, j'ai eu des réponses qui étaient très utiles. Oui, c'est ça. À partir du moment où on pose l'intention de vouloir comprendre ou régler telle ou telle chose. Et même les questions, je me rappelle, du moment que j'ai décidé de t'appeler, de la faire, cette séance, juste avant le rendez-vous, les questions venaient comme par hasard, mais des questions où j'avais jamais pensé. Mais c'est ça. Hein. Ah oui, dis donc. C'est ça. Et même pendant la communication d'avant la séance, j'ai eu cette énorme information qui est venue. Oui, de toute façon, il se passe des choses avant, pendant, après. Mais après, voilà, c'est différent pour chacun. Ça peut être décevant selon les attentes qu'on se fait, ça c'est certain. Et oui, voilà, c'est ce qu'ils disent tout le temps. En fait, ce qui est super important, c'est le chemin, pas le but. Voilà. Donc, des fois, c'est un peu difficile à digérer cette info. Parce que tu te dis, oui, bon, c'est sympa, mais bon. Mais c'est vrai. Et par rapport à ce qu'on vit actuellement, parce que c'est quand même une période très noire, donc pensez-vous qu'on a... Moi, je pense qu'il y a une émulation
du magnétisme terrestre est énorme. Ça a été prouvé d'ailleurs. Et je pense qu'il y a aussi une influence cosmique due à la présence de plus en plus d'êtres extraterrestres qui sont bienveillants. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont malveillants, qui en ce moment, justement, je pense qu'ils ont été utilisés par nos gouvernements, dans ce nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement? Est-ce que vous avez des informations par rapport à... Oui. Bon, là, on met les deux pieds dedans, quoi. Je ne savais pas si on allait aborder ça ce soir. Oui, bah, ça fait partie des enquêtes qu'on a bien aimé mener. Mais qui est... même moi, hein, en ayant les infos, au début, je crois que j'ai mis 2 ans avant de vouloir vraiment y croire, je crois. Ça m'a... Oui, bah en fait, tout ce que vous venez de dire, oui, on est là-dedans. On a toujours eu des grands frères qui ont toujours pris soin de nous. Et puis, il y a les autres qui se comportent comme les pucerons sur un rosier, en fait. Mais les pucerons ont leur utilité. Et c'est là où j'ai appris aussi, c'est là où tu vois que c'est vraiment bienveillant, l'accompagnement des guides, c'est qu'ils t'apprennent à ne plus être duel, en fait. Et à comprendre pourquoi ils étaient importants, à savoir que c'est la fin, pour eux, en tout cas dans ce qui est en train de se dérouler. Parce qu'ils vont aller ailleurs, hein. Enfin, je veux dire, s'ils existent, c'est qu'ils ont une utilité, ces êtres qui... Voilà. Ouais. Que nous, on pourrait penser malveillants. Parce que quelque part aussi, j'ai compris aussi que l'univers fonctionnait avec des lois. Bon, après, on ne va pas rentrer dans la culpabilité, mais il y a des lois dans l'univers. Il y a la loi du libre arbitre. Et en fait, là, le libre arbitre, ils l'ont très bien testé dans les dernières années qui ont... Enfin, voilà. Il y a la loi de l'effet miroir. Ce que tu fais, tu peux le recevoir. À l'heure actuelle, je ne sais pas si vous êtes au courant de comment on traite les bébés animaux, les mères, etc. Et on se rend compte un petit peu quand on voit tous ces phénomènes reptiles, etc., comment ils se nourrissent. Mais quelque part, en fait, je ne sais pas. Est-ce que ce qu'on fait avec les bébés animaux, c'est mieux, en fait? Et est-ce que ça leur donne pas, du coup, le droit de faire ce qu'ils font sur nous, puisqu'on le fait? C'est une question ouverte. Mais comme ça marche par effet miroir. Et c'est pour ça que c'est important que l'humain s'élève et se rappelle qui il est, et pourquoi il est là, et ses pouvoirs, en fait. Mais on est en train de reconnecter, c'est super. Parce que quelque part, c'est vrai, il y a cette noirceur qui monte, parce que, pourquoi? Parce que ça monte de l'autre côté, quoi. Jusqu'à un moment donné où il y a le shift. Ça, c'est intéressant. Écoutez, par contre, lors de séances, moi, je prends toujours les informations avec... pour moi, c'est une expérience. J'ai toujours un recul de me dire, on ne sait jamais. Peut-être que tout ce qui est dit, etc., il faut quand même avoir du recul. Et ça, je le dis aussi aux gens, prenez que ce qui résonne. Parce qu'on ne sait pas. Enfin, je veux dire, ça reste quand même du non-tangible. Et moi, ce qu'ils m'ont dit souvent, à travers de nombreux... donc on verra, hein, ça se trouve, c'est que des bêtises. C'est qu'on allait le vivre en tant qu'être humain, incarné là, que c'était pas pour dans 3 générations, c'était maintenant. Qui vivra verra, je sais pas. Les astrologues aussi. Après, voilà, il y a plein. Après, moi, il y a plein de sources qui le disent aussi, mais en tout cas, voilà, dès le début, ils nous ont dit le moment que vous allez vivre et tout, vous êtes incarné. Et moi, je disais mais comment ça? Enfin là, il se passe pas grand-chose. C'était il y a quelques années. Et non, ils m'ont dit on allait vivre ce changement, voilà. Donc, ils nous ont expliqué qu'il y allait avoir de la perte humaine, ce qu'on appelle de la perte humaine, mais qu'en fait, pour eux, ça n'est pas de la perte. Ce sont simplement des gens qui vont continuer une expérience ailleurs, plus adaptée pour eux, tout simplement. Et qu'il ne fallait pas le voir comme un déchirement, mais plutôt comme un choix de leur âme d'expérience. Et puis, voilà, de les remercier pour ce qu'ils ont été et l'expérience qu'ils nous ont donnée. Est-ce qu'ils nous laissent choisir je ne sais pas qui, mais je suis choquée parce que chaque jour, je vois, à partir de demain, je dis demain comme ça, nous aurons tous les papiers d'identité sur le smartphone. À partir de demain, on va avoir des implants et on va pouvoir... voilà. Est-ce qu'ils nous laissent choisir? Parce que de plus en plus, je ne vois pas ça. Je vois que on nous pousse comme ça, des moutons. Allez, je ne sais pas, alors je ne vois pas cette terre qui va vers mieux, parce que je n'ai pas de choix. Je me sens comme ça, peut-être que je ne suis pas bien.
Mais je comprends, enfin, ça peut, on est en droit de se poser la question, hein, c'est vrai. Je pense que, oui, il nous laisse le choix dans le sens où, par exemple, quelque part, en fait, là, c'est quoi le choix, en fait? Enfin, je veux dire, là, jusqu'à présent, ils nous ont un petit peu laissé le choix, quand même. Le vaccin, ils n'ont pas tellement laissé le choix. Ça dépend. Lequel? C'était le fait d'attendre et de quitter son boulot ou d'être vacciné, mais il y avait tout de même un choix. On vous a pas pris, tenu les bras et vacciné. Après, je ne dis pas que c'est un choix facile. Voilà. Voilà. Ça remet en cause des tas de peurs. Mais moi, en fait, cette pandémie, ce que je vois, c'est que ça a aussi fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes, en fait. Ça leur a fait poser les vraies questions, quoi. Et je pense qu'il y aura plein de choses comme ça qui vont nous... Mais en fait, derrière, il y a quelque chose de lumineux, des compréhensions lumineuses, en fait. Ça sert la source, l'évolution humaine. Après, pour ça, écoutez, moi j'ai la foi, je pense qu'on va vraiment vers quelque chose de lumineux. À chaque fois, parce que j'ai ces peurs-là parfois, alors la petite histoire aussi, c'est que moi j'ai fait beaucoup d'hypnose sur moi-même avec différents praticiens qui se formaient. Et donc à chaque fois, comme j'étais l'une des premières, ils me demandaient est-ce que je peux m'entraîner? Oui, vas-y. Et j'avais déjà cette facilité à entendre. Et en fait, le fait d'avoir été des dizaines de fois sous hypnose, maintenant je canalise en fait, je les entends. Alors des fois je coupe, des fois je suis pas du tout alignée, j'entends rien du tout. Mais en tout cas, voilà, ça peut se manifester. Et donc quand j'ai des questions comme ça, des peurs, je me dis ce que vous venez de me dire? J'ai toujours entendu la même phrase. Entre ce qu'ils veulent et ce qui va se passer, il y a une différence. Voilà. Après, je dis pas que c'est... Voilà. En fait, leur but, c'est de nous faire Leur peur. but, c'est de pouvoir le faire, mais ils n'arrivent pas. Absolument. Non seulement on n'est plus connecté, mais en plus ils s'en nourrissent. C'est leur nourriture, c'est de l'énergie, puisque tout est énergie. En fait, après une hypnose, c'est à la personne de faire son chemin pour guérir toute seule. De comprendre ce qui se passe. Et puis Absolument. Elle aura les réponses auxquelles elle est prête d'entendre. Et parfois, c'est extrêmement frustrant parce qu'on va lui montrer 2-3 choses qui sont déjà énormes pour une personne qui dit « je n'ai jamais rien senti, jamais rien vu ». Et en fait, elle va avoir des trucs très cohérents. Mais elle n'a pas eu l'hypnose où il y avait tout, etc. Et parfois, même les guides disent « c'est assez pour cette séance ». Et pour certains, ça, c'est très dur, en fait. Mais moi, j'ai compris que je n'étais pas responsable de ça. C'est juste, en fait. Il faut que je respecte et que je me... Elles sortent en étant complètement dépitées, quoi. Ah non. Après, ça dépend. Ça peut lui appartenir, selon ce qu'elle a attendu, etc. Moi, voilà. Mon rôle, c'est de bien expliquer ce que c'est, pas qu'on se passe après. Vous ne pouvez pas... C'est son expérience, en fait. Vous n'avez pas la main mise dessus, comment elle interprète les choses. Ça lui appartient. Oui, je disais que j'avais vécu ma première hypnose avec la personne qui venait du Canada et qui était la première personne à la faire en France, et que j'avais beaucoup d'attentes sur cette hypnose, de vivre un voyage particulier que je n'ai pas vécu. Enfin, moi, sur le moment, c'est ce que je pensais. Et pour répondre à cette interrogation, c'est que je suis sorti d'hypnose très frustré, très énervé, parce que j'ai eu beaucoup d'attentes. Et pendant 2 jours, j'étais pas bien. Et au bout du 3e jour, en fait, j'ai appris la leçon. C'est juste que je comprenais que en fait, c'est pas que j'avais pas vécu une expérience exceptionnelle, c'est juste qu'en fait, ce que je vivais tous les jours, ce que j'entendais tous les jours, j'avais pas réalisé que c'était exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que les perceptions que j'avais au quotidien, c'était des perceptions qu'on a en hypnose. Et en fait, ça m'a reconnecté au fait que j'étais quelqu'un de conscient, avec peut-être aussi à des moments des talents de médium ou des choses comme ça. Mais vu que pour moi, je le vivais tous les jours, du moins au quotidien, ça me paraissait normal. C'est l'hypnose qui m'a fait rendre compte que voilà, tu vis une expérience et pour toi c'est anodin. Parce qu'en fait c'est déjà là en toi et ça vit déjà en toi, il faut juste que tu apprennes à te faire confiance. Parce que le problème quand on commence à s'écouter comme ça, c'est qu'est-ce qui vient du cœur et qu'est-ce qui vient du mental. Ouais. Et en fait on pense tout le temps que c'est le mental. Parfois c'est du mental, mais souvent ça peut être autre chose. Et voilà, ça illustrait bien, on peut sortir frustré et énervé, mais en fait ça a toujours un sens dans ce qu'on doit vivre. Il n'y a pas de hasard. Et en fait, l'expérience, elle ne s'est pas passée comme je le voulais, mais elle m'a apporté quelque part un cadeau qui était la chose qui m'a le plus ouvert sur le moment, quoi. Parce que ça m'a apporté une clé de compréhension, de dire, oui, en fait, j'ai pas besoin d'être hypnotisé, d'être sur une table pendant 2 heures.
pour aller chercher les informations. Il suffit que je me ressente, je respire et je peux aller chercher les informations par moi-même. Et c'était vrai. Parfois, c'est ça, l'incrédulité, elle vient de la simplicité, en fait. Ça, c'est vrai. Merci. C'est très juste ce que tu dis. L'incrédulité, même durant la séance, etc., de ce que l'on peut voir ou de ce que l'on peut entendre, c'est le fait de penser que ce qu'on entend, c'est ses pensées. Et ce qu'on voit, c'est comme de l'imaginaire, en fait. Et du coup, c'est trop simple pour être vrai. Ça doit être miraculeux. Il y a forcément quelque chose de... Et ça bloque, du coup. Parce qu'en fait, c'est extrêmement simple. Et c'est tellement simple que ça en devient presque pas crédible. Mais on n'a jamais dit que c'était compliqué. Alors, vous voulez dire que l'incarnation, c'est quelque chose de très simple? Non. Non, j'ai pas dit ça. Non. Je pense que la vision, l'entente de sa grande sagesse, de ses guides, etc., en fait, on l'a tous déjà eu au moins une ou deux fois en pensant que c'était nos pensées. C'est le plus dur, c'est de faire la différence entre les deux. Et, oui, tout à fait. C'est ça. Bah, ça, c'est le travail pour le coup de toute. Enfin, c'est un chemin. Après, on arrive à se connaître, à voir un petit peu. Mais souvent, quand c'est eux ou notre supra, ça va très vite. On n'a pas le temps d'analyser en fait. Quand on commence à dire ah ouais, mais non, c'est le mental. Eux, même quand ils répondent, ça va extrêmement vite en fait. C'est comme presque plus des intuitions, presque. Alors, une fois, je reçois une dame, c'était rigolo parce que on était en Inde au même moment sans se connaître. Et à cette époque-là, en fait, il y avait eu un attentat dans plusieurs parties de l'Inde et notamment un endroit où moi j'allais souvent à Bombay, le Taj Mahal restaurant, bref. Et il y avait des impacts de balles encore, sauf qu'elle, elle y était, elle était dedans. Et elle me dit alors moi, je pense que je n'ai pas de guide, je n'entends rien, je ne suis pas du tout intuitive, je n'entends rien et je suis pas sûre que vous pouvez m'hypnotiser. Ah, je dis bah racontez-moi un peu votre vie et tout. Et elle me dit qu'elle se retrouve en plein milieu donc de la tuerie. Il y a eu quand même, je crois, 2 morts dans ce restaurant. Elle était en train de manger dans le restaurant, quoi, et elle partait le lendemain. Et donc elle me dit, je me suis accroupie, j'ai rampé, et elle me dit, et là j'ai eu mon passeport, mon sac était resté sous le. Et elle a dit, je sais pas comment j'ai fait avec l'état de stress pour me dire le passeport. Mais sinon, elle n'était pas du tout connectée, elle n'était pas du tout protégée. Mais c'est quoi ça? C'est un miracle en fait, parce que là, on vous tire dessus. Et elle a pu repartir après, mais c'était... Voilà. Donc ça m'a fait rire, parce que c'est souvent, on s'imagine un truc, alors que oui, ça fait partie de ce qu'on appelle une belle connexion en fait. Souvent, on a envie de partir vite de chez nous et on a un rendez-vous, enfin, on doit amener les enfants à l'école. Et il nous arrive d'oublier quelque chose à la maison. On va être obligé de revenir à la maison, de chercher cet objet qu'on a oublié. Et par hasard, enfin, à tout hasard, on apprend que sur la route, il y a eu un énorme accident et qu'on n'était pas là. C'est le fait d'avoir oublié les clés à la maison, de faire le tour, qui nous a sauvés, voilà, qui nous a sauvés d'un accident. Ou de... Mais est-ce que les élémentaux, ça vole pas un peu les clés des fois? Eh oui, souvent. Il y a des objets qui disparaissent de chez nous, souvent. Souvent, oui. Ça arrive. Alors je leur dis, moi, qu'ils arrêtent de jouer avec les choses. Merci. Est-ce qu'il y a une différence entre les jeunes âmes et les vieilles âmes quand on fait des choses comme ça? Bah en fait, c'est pas vraiment la même chose, mais ça aussi, c'est complexe en fait. Vous pouvez être une très jeune âme et être dans la dualité totale et faire les erreurs du début, c'est-à-dire être dans la méchanceté, etc., etc. Ou être une très jeune âme qui est venue pour ce moment précis, c'est-à-dire qui s'est détachée de la source très pure et qui est venue pour ce shift, en fait, ce basculement, apporter la pureté, en fait. Et après, les vieilles âmes, il y en a de toutes sortes aussi, mais je sais que c'est très documenté, les vieilles âmes. Mais oui, souvent, elles ont vécu
elles ont vécu tout. Elles ont été bourreaux, elles ont été victimes, donc elles ont une certaine sagesse, un certain recul, un certain non-jugement, puisqu'elles ont vécu les deux côtés de la facette et que inconsciemment, elles savent, elles comprennent en fait les deux, parce qu'on vit ça pour ça. Hein. Quel est l'intérêt de vivre le fait d'être un bourreau? En fait, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas le comprendre mentalement. C'est impossible, il faut le ressentir dans ses tripes en fait. Et ensuite, certainement, tu voudras expérimenter ce qu'est la victime. Alors, je ne dis pas que c'est juste, il y a des choses extrêmement douloureuses. Et puis, à un moment donné, il y avait, dans tout ce qui est éveil, etc., il y avait un truc un petit peu détaché, un petit peu froid, du style... voilà, je la fais vraiment en gros, mais... Ah bah oui, les petits... Voilà, ceux qui meurent de faim au bout du monde, quelque part, ils l'ont choisi. Ah, non. En fait, ils ont certainement choisi d'expérimenter ce qu'est la famine. Par contre, en fait, quand on choisit quelque chose, c'est aussi pour faire évoluer nos frères et sœurs. Donc, le but étant de se dire, là, c'est pas normal, il se passe un problème, on me montre quelque chose. Qu'est-ce que je ressens quand je vois cette personne qui crève de faim? Elle est venue aussi m'apporter un message, en fait, une compréhension. Parce qu'en fait, on est vraiment tous interconnectés. Ça aussi, c'est important, quoi. Ça, voilà. Oui. Alors, tout ce dont vous nous parlez, vous avez découvert ça en pratiquant, vous aviez déjà un peu dedans avant, ou c'était vraiment des grandes découvertes Il y a eu plusieurs choses. Je pense que petite, il s'est passé des choses que j'ai décidé de couper pour me protéger et continuer à avancer. Pendant une grande période de ma vie, j'étais très cartésienne. Je pense que j'étais même moqueuse avec tout ça, voire même dure. Et ensuite, on a quand même posé des pierres sur mon chemin, c'est-à-dire des rêves où le truc se passait le lendemain. Mais voilà, je voulais pas... J'étais très scientifique, vraiment. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, ça a fait clac. Ça, c'était bien avant de... Il y a vraiment eu un déclic. Je me suis dit, mais en fait, mais bien sûr qu'on est plus qu'un corps physique. Je sais pas, j'ai eu ce... Et j'ai commencé à faire des recherches, à regarder des vidéos sur Internet. Ça a été, alors je sais pas si vous connaissez, au tout début Mallory Malmasson, après Lulumineuse, puis après je me suis dit, attends, moi je veux tester. Je crois pas comme ça. Donc je me suis mis à faire des méditations, à vouloir ressentir, à vouloir voir. Enfin voilà. Et ensuite, est venue l'hypnose régressive quantique, mais après tout ce cheminement, voilà. Et là, pour le coup, c'était un peu baguette magique quand même, le réveil, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui le sont et qu'à un moment donné, ils coupent. les éduques pas dedans, alors... Oui. Mais ma maman a toujours été ouverte, mon père beaucoup moins. Voilà. Mais moi, je pense que c'était vraiment une sécurité. Parce qu'à un moment donné, j'entendais le bon, puis j'entendais le moins bon, et puis j'arrivais plus à vivre dans la réalité. J'allais au caté, ça n'avait ni queue ni tête, ce qu'on me racontait par rapport à ce que j'entendais. Et à un moment donné, je me souviens d'être devant l'école et de dire stop, je veux plus rien entendre. Et j'ai plus rien entendu. Et ça a duré des années. Et après, j'ai eu un rejet total de la religion. Je suis passée par j'étais très, très, je voulais être vétérinaire. Très, cartésienne et scientifique. Mais ça n'empêche pas, parce que le cartésien scientifique se rapproche. Absolument. De toute façon, c'est là où on voit que l'éveil est global. C'est qu'en fait, même dans le domaine scientifique, maintenant, on a plein de scientifiques formidables qui font le lien. Donc, il y en a pour tous les goûts, si je peux me permettre. Celui qui doit s'éveiller peut passer par bien des biais, en fait. Ouais. Vous faites une protection avant de faire un séance? Toujours. C'est super important. Ouais, toujours. Un nettoyage et une protection, oui. Des lieux aussi. Des lieux et de moi et de la séance. Oui, absolument. On n'a pas entendu. Les rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires, qu'est-ce que c'est? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être tout simplement pour vous faire comprendre qu'il y a autre chose, pour vous connecter. Et puis que ça arrive une semaine, 10 jours après. Absolument. Oui. Des années après. Ou des années après. Ça nous relie en fait à ça, à tout ce qu'on est au-delà du corps en fait. Moi, c'est clairement ce qui s'est passé. Si j'avais pas eu ces petits cailloux en me disant mais non, mais c'est incroyable, je l'ai rêvé et là,
ça me pose des... Ok, je referme, mais il y a quand même un truc en moi qui est touché là, parce que ça s'explique pas. Parce que ça se passe en fait. Exactement. Et je pense qu'on a des informations et que... pas tous, pas parce qu'on est puni, mais enfin souvent quand on dort, en fait, je sais pas si vous connaissez un petit peu les sorties de corps. Enfin, quand on dort, on s'en va, hein, on reste pas dans le corps pour la plupart. Pour certains, c'est un petit peu particulier, mais et donc on voyage, on fait des réunions avec des êtres qui nous sont chers, qui prennent soin de nous. On fait Enfin voilà, on va dans d'autres lieux, d'autres espaces. Je pense qu'on n'attend pas une séance d'hypnose pour voyager. Et donc on peut retourner avec des informations, etc. Ce sont des choses qu'on a déjà soit vécues, soit qu'on nous donne l'info. Voilà, ça va se passer comme ça. Et des fois c'est pour prévenir, des fois c'est pour nous réveiller nous, des fois c'est pour nous préparer. Inconsciemment ça fait son... Voilà, absolument. Tu dis que parfois tu peux les entendre, et je sais que tu peux les entendre, parce que des fois tu as des choses que tu as envie de partager, ou que tu ressens avoir de partager. Un petit mot. Est-ce que quelqu'un à la porte? Sauvé pas. C'est vraiment mon copain, le chien. Tu vois, voilà qui est à la porte. Non, c'est quelque chose que je suis un petit peu timide avec. C'est vrai que je le fais que dans des cercles très restreints ou pour moi-même. On a envie de ça. En fait, Mickaël demandait si j'avais parlé que je pouvais les entendre et il m'a demandé, je pense, que si je pouvais dire quelques mots, si en canalisation il y avait quelque chose qui venait, c'est ça? Mais c'est pas. On va voir simplement. On va voir. J'ai du mal à laisser passer. Nous serons brefs. Nous dépendons du canal. Nous vous remercions simplement d'essayer de comprendre ce que vous êtes, ce que vous vivez. C'est extrêmement important à l'heure actuelle. Vous vous reconnectez à quelque chose de puissant qui vous anime, qui vous a toujours animé. Cette démarche est courageuse. Chacun d'entre vous est accompagné. Il est important que vous le sachiez. Vous pouvez nous demander. Nous sommes à vos côtés, nous entendons vos demandes. Restez le plus possible dans le cœur. Nous vous aimons. Je ne fais jamais ça, jamais. Merci. Donc en fait, vous arrivez à communiquer à force d'avoir fait des méditations ou par rapport à... Je pense qu'en fait, je les ai entendues des petites. Il y a des gens qui voient. Moi, ils m'ont fait voir une fois pour dire voilà, mais j'ai pas la vision. Par contre, depuis, je pense que c'est ça qui m'a coupée. C'est qu'à un moment donné, j'entendais, mais j'entendais trop. J'entendais. Et en fait, ça c'est avec l'hypnose et le fait, parce que la partie moi supérieure où on pose les questions et la personne répond, c'est ça, c'est de la canalisation en fait.
Et le fait, moi j'en ai fait plusieurs. Au début, ce qui est intéressant, hein, c'est que moi les 2 premières n'ont pas marché sur moi. Les 2 que j'ai faites avant de me former. Il fallait que je passe par là pour pouvoir capter pourquoi ça n'avait pas marché, pour pouvoir être une bonne praticienne et pouvoir expliquer en fait. Il fallait que je le vive. Mais après, j'en ai fait beaucoup. Et donc les mois supérieurs, les guides, etc. Et en fait, ça a juste réouvert, tout simplement, je pense. Voilà. Mais en fait, pour la petite histoire, même moi, des fois, je doute. Donc prenez tout avec discernement. Je ne sais pas, voilà, je ressens juste. Après, toujours avec un certain détachement quand même. Voilà. C'est important, je pense. Est-ce qu'on peut s'auto-hypnotiser? Bah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Avec, par exemple, oui, il suffit que vous vous mettiez dans cet état et que vous meniez vous-même ce que vous avez envie de voir, etc. Ce sont des projections de conscience, en fait, ce qu'on appelle des projections de conscience. Et oui, c'est possible. D'ailleurs, ce serait le but final, quelque part, que chacun arrive sans avoir besoin de personne. Non, mais c'est vrai. En mettant des protections. Ah ben toujours, en fait, toujours. Toujours des protections parce que pour le moment, on vit encore dans ce monde duel et que ce qui existe dans l'invisible, il y a de tout, quoi. Et la prudence, c'est pas de la peur, c'est de la conscience. Parce que souvent, enfin voilà, si tu protèges, c'est que tu as peur et du coup t'attires. Pas du tout. Tu peux protéger sans avoir peur, en étant sûr de toi et en disant non, qui ne dit rien consent. Une autre loi de l'univers. Voilà. Mais simplement, on émet l'intention. Mais c'est super important, ouais. Surtout dans le domaine spirituel. Comment on fait une bonne protection? Eh ben, écoutez, enfin, franchement, il y a plein de choses à ce sujet. Chacun sa technique. Moi, je peux vous donner la mienne. Mais je pense que le plus important, c'est que ce soit quelque chose qui vous parle à vous et que ce soit vraiment du cœur. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est j'allume un encens, voilà, pour la forme, et je me mets vraiment, et moi, je parle à haute voix pour que ça résonne. Et déjà, je fais un grand nettoyage. Après, chacun est différent, mais moi, j'appelle beaucoup l'archange Michael, que j'apprécie énormément. Et voilà, je lui dis, je te demande un énorme nettoyage énergétique de cette maison, de ces lieux, que ce lieu soit nettoyé de fond en comble. Mais j'y crois, en fait, il n'y a pas une once de doute. Je le remercie pour tout ça, et ensuite, j'imagine, avec tous les êtres de lumière qui m'accompagnent, une énorme bulle de lumière qui entoure ces lieux, même le dessous de ces lieux, et qui restera une semaine. Allons-y, pourquoi pas. Mais qu'elle reste, quoi. Qui fait monter la vibration de ces lieux et de tous ceux qui y passent. Et qu'elle fasse comme un bouclier protecteur qui ne laisse entrer que la lumière, l'amour et la bienveillance. Mais en fait, tout ça, je le ressens, je le dis à haute voix, je le vibre en fait. Et je pense que vous pouvez réciter n'importe quel truc qui marcherait pour l'un si vous le dites en mode je le lis puis on verra bien. Je sais pas, je suis pas sûre que... Ouais, je suis pas sûre que ça marche. Moi, ce sont des mots qui ont coulé, qui ont un sens pour moi. Donc je le partage avec plaisir, hein. Mais je pense qu'il faut vraiment l'incarner. Et c'est vrai que ça, par contre, j'ai eu des bons retours à ce sujet-là. J'ai eu quelques médiums qui sont venus faire une séance. Et les deux, ils m'ont dit mais c'est un bunker, votre truc, il n'y a rien qui passe, quoi. C'est hyper protégé. Mais parce que j'ai la foi, en fait. Je le fais, enfin, voilà. Mais je pense que c'est la clé pour tout le monde, en fait. Il faut vraiment... Ouais. Et toi, après, est-ce que tu as après la séance de... J'ai jamais posé cette question. Après la séance avec la personne qui est venue te voir, est-ce que toi, tu as des rêves ou des informations qui te viennent après? Oui. Oui. Ça dépend. Mais oui, de toute façon, enfin voilà, c'est riche en compréhension pour chacun. Si la personne vient te voir, c'est par hasard. C'est que toi aussi, dans l'humilité dans laquelle tu es, sans vouloir te soigner à travers la personne, il y a des choses qui résonnent. Puisque ça marche par résonance. Donc, il ne s'agit pas de se soigner à travers l'autre, par contre, de comprendre ce qui se joue. Et bien sûr, oui. Déjà, par rapport aux informations globales, ça, j'apprends, comme je vous l'avais raconté. Et puis après, sur la compréhension, vraiment... moi, j'ai un point de vue extérieur. Après, je vois quand... c'est difficile parce que des fois, je vois aussi quand la personne n'est pas prête à voir le truc. Donc, c'est un équilibre entre dire les choses et aussi apprendre
à pas dire. Voilà. Pour pas... Parce que sinon, on brise le système dans lequel la personne s'est fait une protection, et là, ça peut être dangereux aussi pour elle, en fait. Bon, voilà, c'est un équilibre entre dire et pas dire. Vous avez parlé à plusieurs reprises des raisons de notre incarnation. Oui. À travers ce que vous avez vu, entendu, perçu, qu'est-ce que vous pouvez dire des raisons de notre incarnation? Or, sans parler de quelqu'un qui a été bourreau et qui veut devenir victime. Oui. En fait, les raisons, elles sont multiples et variables. On peut aller dans les détails, je veux dire, d'une incarnation précise, et on va dans les détails. Globalement, voilà, c'est ce qu'on a dit. Là, d'une manière globale, c'est pour évoluer. Et après, chaque incarnation est vraiment... Il y a des thèmes, en fait, qu'on doit travailler. Du style, accepter le rejet et le transcender, ou bien se connecter, se reconstruire malgré l'amour qu'on n'a pas eu des parents. Il y a des choses un peu dures comme ça. Il y a des défis, en fait. Mais ça, c'est multiple et varié. Mais il y a toujours un challenge ou quelque chose à comprendre et à apprendre et à transcender. Et le truc, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que si on ne le transcende pas, quand on revient en haut, qu'on n'a plus la personnalité, qu'on est cette belle âme pleine de sagesse qui peut tout affronter, on se dit « Oh purée, j'ai pas réussi, attends, j'y repars. » Vraiment, il y a personne qui nous... Souvent, on est déçus nous-mêmes de notre propre... On s'est dit « Mais mince, quoi, c'était si simple. » Parce qu'en haut, ça paraît super simple. Et en fait, c'est ça ce qu'ils appellent... bon, ils l'ont un peu arrangé à leur sauce, mais le karma. Mais c'est pas quelque chose où on vous force, hein, c'est plutôt nous-mêmes. Parce que quand on n'est plus dans ce corps, on est tellement plus grand, plus puissant et plus léger et tout est possible en fait. Donc on va vouloir réitérer l'expérience. Et parfois en fait, on vit le truc, mais 20 vies quoi. Donc c'est, voilà. Mais évoluer, pourquoi? Pour grandir. Parce que je pense que ce qu'on appelle la source, l'univers, Dieu, n'aime pas stagner. C'est un perpétuel mouvement qui grandit, en fait. Et que... ouais, pour grandir. Je sais pas comment le dire autrement. Quand on est grand et qu'on est fatigué. Après, il y a des paliers, hein. Moi, ce que j'ai pu... Ça, je l'avais demandé parce que c'est une bonne question. Pour certains, ils retournent à la source, en fait. C'est comme une boucle. Tu pars de la source comme une goutte d'eau, tu vas t'incarner dans ce que tu veux, tu fais tes expériences, etc. Et quand tu es au summum du truc, tu reviens. Entre-temps, il y a les maîtres ascensionnés, les saints, eux, ils sont déjà à un bon level. Mais il y a tellement au-dessus aussi. Et puis, en fait, c'est un choix. À un moment donné, ce que j'ai vu aussi, c'est que on nous force pas. Hein. Enfin, je veux dire, on choisit aussi quand même pas mal si on veut se reposer, si on veut recommencer, où on veut aller. Enfin voilà, ça c'est positif aussi parce que choisir ses expériences en fonction des anciennes réincarnations. Ouais. Et pour arriver à un certain degré de divin par rapport à Dieu, peut-être c'est ça le but des réincarnations. C'est se connaître aussi, le but. Se connaître parce que quelque part, c'est ça en fait, on veut toujours grandir. Le grand maître qui médite, l'ascète qui reste dans un état tellement aligné dans sa grotte. Ok, prochain défi, fais la même chose mais à Paris. Enfin, on est des êtres d'évolution. Quand on stagne, on s'ennuie en fait. Mais c'est frustrant parce qu'on ne sait pas ce qu'on était avant. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on corrige, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on corrige? En fait, on vous le remonte dans cette vie-là, quelque part. Il n'y a pas besoin de savoir tout ce qu'on a été avant. Parce que les acquisitions de sagesse, on les a déjà, enfin on le voit bien, on a des facilités tous. Même les enfants, on le voit, ils ont des facilités, clairement, quoi. Certains plus que d'autres dans un domaine ou dans l'autre. Ça vient d'où? De la génétique. Pourtant, parfois, papa et maman, ils ne sont pas du tout là-dedans. Enfin, voilà. Ouais. Ouais. Oui, par rapport à ce qu'on vit actuellement, vous avez dit que une vibration montait, on était tous censés suivre un peu le mouvement. Oui. Et quand on discute autour de nous, des fréquentations, de la planète, tout comme ça, on voit qu'il y a quand même des gens qui sont
comment dire, purement matérialiste et très très attaché à cette société. Et que vous parlez de basculement, comment ces gens-là peuvent vivre ou suivre ça, parce que c'est pas du tout le même monde, quoi. Absolument. Je pense qu'à chaque fois c'est un choix et que pour ces personnes-là, ça va peut-être être de plus en plus difficile de tenir sur ces valeurs voilà, et que le choix ultime et final, en fait, ce serait que ça n'est plus adapté pour eux, que même ils ne seraient pas heureux dans le monde d'après, en fait, quelque part. Ils ne retrouveraient plus leurs repères, tout simplement. Je parle pas pour tous. Il y en a. Regardez, moi, quand je vois des gens qui sont pas du tout là-dedans, etc. Déjà, ça veut rien dire parce que quand ils ont le cœur ouvert, pour moi, ils sont dedans, quoi. C'est ça, en fait. Peu importe qu'on ait la connaissance de tout ça. Si t'as le cœur ouvert, c'est bon. Tu peux être hyper terre à terre. T'as des gens éveillés et en fait, ils n'ont pas de cœur, quoi. Alors, ils parlent de tout ça, mais ils n'ont pas de cœur. L'important, c'est vraiment le cœur, pour le coup. Mais je me dis toujours que... Je veux dire, si je m'étais rencontrée il y a 10 ans, je pense que je serais une personne comme vous venez de le décrire là. Donc en fait, déjà, il y a toujours l'étincelle de possible. Et puis ensuite, si elle n'est pas là, c'est pas grave en fait, c'est juste. Ils sont pas moins bien ou mieux, ils sont juste en train de faire leur expérience. Et on l'a vécu nous-mêmes avant eux en fait. Donc voilà. Donc du coup, Jésus et Bouddha, c'est des maîtres ascensionnés. Oui, on peut dire ça. Mais là, voilà, bon, après, voilà, c'est un autre... Mais on parle beaucoup de... Jésus, à l'heure actuelle, est très... l'esprit christique, le Christos, l'esprit qui l'a incarné, en ce moment, il est très présent et il essaie de s'insuffler dans chacun de nous. Et donc, voilà, c'est... Et là, je parle pas de religion, vraiment, c'est pas mon truc du tout. Absolument. La religion, c'est les hommes qui l'ont inventé. C'est tout. Absolument. C'est ce qui les a rangés. Exactement. Et puis la manipulation. La manipulation. Oui, pour manipuler les peuples. Contrôler et surveiller, bien sûr. Il y a 3 beaux livres de Daniel Leroy. J'adore Daniel Leroy. Si vous avez l'occasion, oui, c'est l'un de mes... Voilà. Ces livres sont des soins, ce ne sont pas des livres, ce sont des soins. Ouais. Daniel Leroy, l'ex-mari de Anne Givaudan, du coup. Voilà. Ouais. Et pour la petite histoire, c'est un monsieur qui sort de son corps depuis son adolescence et qui va donc rechercher des informations et ensuite qui les retranscrit. Et quand vous lisez ces informations, vous comprenez très vite que ça ne peut pas être écrit par un cerveau humain. Après, voilà, chacun son expérience, mais... Et en fait, les lignes, des fois, j'ouvre le livre à une page et je la lis, et déjà, ça tombe pile poil et ça me fait un soin, en fait. C'est vraiment incroyable. Et notamment, il s'est beaucoup intéressé à Jésus, à sa vie, et à son peuple, les Esséniens. Voilà. Et on se rend compte qu'en fait... y a un souci au niveau de l'histoire, quoi. Mais bon. Un gros problème. C'est pas qu'on puisse dire. Ah. C'est bon. Vous avez parlé de la source, de partir de la source, revenir à la source, oui. Dieu. Est-ce que cette source, elle est duelle? Est-ce que c'est à la fois le bien et le mal? Visiblement, non, pas du tout. On serait dans des dimensions bien supérieures où là, il n'y a pas de dualité, il n'y en a plus. C'est un autre espace, en fait. Où c'est juste complet et un, et il n'y a rien. Juste l'amour, mais on n'est même pas conscient de soi, en fait. C'est juste un état de conscience global, on fait partie d'un tout. Mais je pense que c'est difficile
à s'imaginer quand il y a eu moi j'ai reçu des personnes qui ont vécu l'expérience du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles s'allongent dans l'herbe et il se passe quelque chose, je ne sais pas, et elles ont l'impression, mais elles en parlent toutes avec beaucoup d'émotions, elles se retrouvent à être le brin d'herbe, être le vent, et elles me disent, je n'ai jamais revécu ça. D'ailleurs, il y a un côté addictif de ça, il y a une nostalgie de ce moment-là, parce que elles n'ont jamais rien vécu d'aussi puissant en fait. C'est comme si elles sortaient de la barrière du corps pour être tout autour, tout. L'oiseau qui... Et ça, pour moi, c'est un avant-goût de ce qu'on peut ressentir quand on est la source, je pense. Mais du coup, on est bien aussi ce qui est négatif. Parce qu'on le vit sur Terre. Oui. Du coup, c'est bien relié, ce qui est négatif n'est pas détaché de la source. La source crée cette dualité pour se faire une expérience, puisqu'en fait, on est un à la source. On est tout et tout le monde. Mais on n'a pas conscience. Enfin, voilà. Donc, elle se crée, elle se fait un jeu, en fait. C'est ce que dit Christophe Alain, à un moment donné, est-ce que Dieu, c'est pas simplement un mec qui s'est incarné en plein de lui pour se tester et voir comment... pour jouer? On peut se poser... Je trouve ça intéressant comme... Oui, pardon. Je me pose souvent cette question. Si nous sommes là-bas à la source, et je viens ici pour expérimenter certaines choses, et je vois autour de moi d'autres personnes qui sont venues expérimenter des choses, pourquoi nous ne sommes pas très heureux, très heureuses? Ouais. Je pense qu'il y a des endroits où on est très heureux et très heureuse. Je pense que la source en fait partie et que justement, pour ces mêmes raisons, on veut se tester, se connaître. Voilà. Et que voilà, c'est une volonté d'expérimenter, de se tester, de se connaître. Alors peut-être pas consciente là en tant que nous, et avec le prénom et le nom et l'histoire qu'on a. Mais je pense que notre grande sagesse, elle, a moins d'attache et d'émotionnel avec tout ça. Je me demande, parce que j'ai 2-3 copines et 2-3 connaissances aussi qui ont perdu leur enfant, parfois l'enfant unique. Qu'est-ce que je peux dire à ces personnes? C'est toi qui as voulu ça. Non, il ne faut pas dire ça. Voilà. Non. La source, là-bas, tu as choisi. Et voilà, maintenant. Non, il faut respecter ce qu'elles sont en train de vivre, l'émotion, la tristesse que cela engendre. Elles doivent la vivre, la ressentir. Vous ne pouvez pas dire ça. Ils ne peuvent pas admettre toutes ces, Absolument. ces choses. C'est dangereux. Ça n'est pas à vous de le dire, en fait. Ce que je veux dire, c'est que on peut juste accueillir ce que l'autre vit, puis on en vivra aussi des choses où... Même si la personne lit des livres ou participe à des conférences, entend des choses, bon, nous sommes là-bas très bien, on expérimente ici des choses, c'est très fort, certaines choses, très expériences, très événements. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire, où la personne elle-même pour accepter tout ça. Voilà. Nous sommes quand même ici sur la terre. Si là-bas est très bien, pourquoi on ne peut pas grandir là-bas? Mais on y retourne après, c'est la bonne nouvelle. Mais oui, on fait cette escale pour pleurer, pour, je ne sais pas moi, expérimenter des maladies graves. Je ne vois pas tout à fait... Le but, en théorie, c'est bien. Oui. Même je suis d'accord. Mais dans la vie réelle, concrète... Oui, c'est douloureux. Enfin, voilà, on est dedans, quoi, en fait. Donc, on le vit de plein fouet. Donc, c'est d'autant plus dur à transcender, on est d'accord. Oui, je suis totalement consciente que c'est très dur au quotidien. Après, moi, bizarrement, enfin, j'ai une amie, j'étais proche aussi de ses parents, mais enfin, à chaque fois que ce cas-là m'est arrivé, c'est étonnant comme les personnes sont au courant de cela. C'est-à-dire que moi, j'avais une amie, elle n'est pas du tout là-dedans, elle a perdu sa sœur d'un cancer, elle est morte à 18 ans. Et j'étais proche aussi de sa maman qui était effondrée, et c'est totalement normal. Et je lui ai dit, mais je suis sûre que ça doit être un ange. Elle me dit, mais je sais qu'elle est bien en plus, quoi. Elle n'est pas du tout là-dedans. Enfin, c'était vraiment, mais il y a comme un... Mais... Voilà, toujours pareil, et après on est obligé de rien dire, on peut juste être là et être là. Être là. Et voilà, il n'y a pas forcément besoin de dire. Après on ressent,
Il y a des fois où on sent que ça pousse et que ça ferait du bien, et d'autres fois où on sent qu'il faut juste être là et écouter. C'est... Et respecter que l'autre vit son expérience. Et vous savez, il y a ce triangle, enfin, sauveur, bourreau. Vous n'allez pas la sauver de son ni mal-être ni drame. Ouais, ouais. Mais vous n'avez pas à le porter non plus, du coup, parce que voilà. Enfin bon. Ah oui, je conçois totalement. Et qu'est-ce qu'on peut dire des hommes qui restent coincés dans le bas astral? Ils n'ont pas envie de monter. C'est aussi leur expérience, et elles montreront quand elles seront prêtes, parce que le travail continue là-bas aussi, en fait. Vous croyez? Je pense, oui, et je pense qu'il y a des tas d'êtres aussi qui sont susceptibles de les aider. En tant qu'être incarné, on fait le pont. C'est-à-dire qu'on fait le pont entre... Ça, je l'ai compris du coup, parce que je me disais, mais pourquoi? Enfin, il y a des anges, des guides, et pourquoi à chaque fois on a des tas d'êtres humains qui sont collés Et souvent, c'est une demande d'aide, en fait. Parce qu'ils nous voient, et ils ne voient pas la lumière au-dessus. Donc ça, c'est en train aussi de se transcender, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à les voir, les ressentir. Parfois, ça fait peur, mais souvent, c'est des demandes d'aide, en fait, de passer. Parce que en tant qu'être humain incarné, tu fais le pont. Comment on les aide? Toujours pareil, en fait, c'est la force de l'intention. Donc là, pareil, il y a des tas de techniques. On part de la lumière. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je fais quand ça m'arrive, c'est que j'ouvre avec mon imaginaire, comme ça se passe en hypnose, un tourbillon. Mais après, je travaille jamais seule. J'appelle toujours mes guides et l'archange Michael. Bon, voilà. Je vous sors les petits dossiers. Hein. Et je demande qu'ils fassent passer tous ceux qui veulent passer. Et j'attends un moment et je dis, là, je vais bientôt fermer. Parce qu'il faut fermer, sinon c'est la bamboula dans le salon. C'est la porte ouverte. Et donc, je préviens. Et ensuite, je demande à l'archange Michael que si certains ne sont pas passés, qu'il les enlève, qu'il les fasse passer en dehors de la bulle de lumière. Pour le moment, ça s'est plutôt bien passé. Mais ça, c'est voilà. Après, chacun. Je pense qu'il existe des tas de techniques et de façons de faire. Ouais. Les ateliers pour le moment, on ne fait plus. Absolument. On s'est coupé. Oui. Dans son mort, on ne fait plus pour eux, on ne fait plus rien pour eux. C'est vrai. On va écrire, on les emmener. C'est ça. Mais je pense que ça va changer parce que déjà, la manière dont on le faisait, c'était déjà mieux que rien, c'est clair. Mais il y a aussi, peut-être ça, on n'en parle pas assez, mais justement, cette tristesse, ça les retient en fait. Parce que là-bas, c'est beau, c'est bien. Enfin, on regarde les expériences de mort imminente. Il n'y a personne qui veut revenir, en fait. Ils reviennent tous pour les proches ou parce qu'ils n'ont pas fini ce qu'ils ont à faire, mais ils sont super bien. Et en fait, ce qui retient beaucoup les morts aussi, ce sont les attentes et la tristesse des vivants. Oui, je disais, donc ma grand-mère, elle a fait ça. Donc, on l'a amenée aux urgences, on l'a perdue. Elle a vécu un coma pendant toute une nuit. Donc, au retour, elle nous a dit, mais je suis partie à un endroit, j'ai vu un tunnel, la lumière au bout. Et au bout d'un moment, j'ai atterri dans un champ de fleurs, mais avec une lumière que j'avais jamais vue sur cette terre. Je voulais y rester, en fait. Mm-hmm. C'est génial. J'avais aucune envie de revenir. Je comprends toujours pas pourquoi je suis revenue. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Madame, c'est pas votre moment. Vous allez faire demi-tour. Elle a vécu ça. J'ai envie de revenir. J'étais apaisée, j'avais juste envie de rester et j'avais pas envie de revenir en fait. Tout simplement, je me sentais très très bien. Par contre, je me rendais pas trop compte de où j'étais, s'il y avait l'heure, ou enfin, si j'avais des vêtements ou non. Je sentais pas tout ça en fait. Je sentais pas tout ce qui était matière, physique. Voilà. Juste, elle était bien. Et au retour, elle nous a dit que quand elle est revenue, son corps était très étroit. Ça, c'est souvent, c'est vrai. Hein. Et qu'elle n'aimait pas du tout. On est grand, en fait, on est grand. C'est tout petit. Merci. Mais à vrai dire, la naissance, c'est la vie avec un corps, et la mort, c'est la vie. Mais c'est ça, les Amérindiens le disent, en fait, c'est un passage. Il n'y a pas de mort, en fait. C'est pas la mort. Non. Et c'est pour ça, voilà, c'est...
il y a la douleur de ne plus pouvoir voir et sentir et toucher la personne comme on a pu le faire, mais c'est aussi, il y a une part, c'est de l'amour, mais ça peut être aussi de l'égoïsme. Et voilà, et surtout qu'en plus, si vous étiez extrêmement proche, il est fort probable, je ne dis pas tout le temps parce qu'il y a toujours des exceptions, mais il est fort probable que vous retrouviez la personne après en plus. Parce que souvent, si on est très très proche, c'est souvent des âmes qui cheminent en fait ensemble. C'est des familles d'âmes? Oui. Et les animaux, ils font le même parcours que nous? Non. Les animaux, c'est un petit peu différent. Enfin, pas... Et on peut retrouver nos chiens? Oui, mais en fait, ils ont un cycle d'incarnation beaucoup plus rapide. Ça arrive assez souvent, en fait, que si vous prenez, je ne sais pas, voilà, si vous aimez beaucoup les chiens et que vous en prenez 4 dans votre vie, il est fort possible que sur les 4, il y ait 2 âmes, enfin, c'est le même. D'ailleurs, c'est marrant, on a le coup de foudre, et puis il y a des patrons qui disent, c'est marrant, elle est similaire à... Oui, mais les animaux sont très connectés à nous. Mais on peut les revoir après, oui. Et ils viennent même en séance, certains, quand c'était vraiment comme un animal totem, enfin voilà, oui. Et ils se réincarnent toujours en animal ou ils peuvent passer la... Ils ont aussi leur sphère d'évolution, hein, totalement, ouais. Ils ont aussi leur maître ascensionné des animaux. Hein. C'est vrai en plus. Donc on peut s'incarner depuis longtemps. Si vous pouvez être tout. Et d'ailleurs, certains ont déjà été anges et sont incarnés en tant qu'être humain. Après, ça peut être Il m'avait expliqué une fois que le choix ultime, c'est d'être vraiment une âme qui a ouvert son cœur, etc. Tu te souviens de ça? T'étais là aussi. C'est compliqué des fois de se souvenir des termes. L'expérience ultime la plus courageuse et la plus difficile, c'est l'âme qui atteint limite l'ascension, en fait, vraiment, et qui va repartir dans le gros méchant, juste pour voir, en fait, et amener l'expérience de ça au plus grand nombre. Enfin, je le retranscris pas bien, en fait, je sais pas. C'est simplement de refaire un retour en arrière, c'est-à-dire de vivre une vie très simple alors qu'on a été quelque chose. Ouais, c'est ça. Et d'arriver à l'accepter. Oui, c'est ça, c'est plus audible, ouais. Effectivement, je pense quand on a été Jésus, et puis qu'on se réincarne en moi, ou en vous, dans une vie terrestre, 3D, très dense, effectivement, c'est pas facile. Parce qu'il y a une partie de notre âme qui doit avoir cette conscience énorme, mais quelque part, c'est l'acceptation de l'amour, il est là, c'est plus difficile. Non, mais pourtant, on perd nos acquis. Par exemple, si on est déjà sur le chemin, notre chemin d'éveil, moi, je veux pas recommencer. Je pense qu'arriver à un certain point, si vous ne voulez pas, vous ne recommencerez pas. Je pense que c'est un peu comme à un moment donné, l'âme prend la responsabilité de ses incarnations. Donc, voilà. Disons qu'il y a une matrice, que cette matrice, elle est mise en place, que c'est autorisé par les plus bienveillants, qu'elle soit mise en place par les plus malveillants parce que ça les sert dans l'évolution, et que dans cette matrice existe bien des pièges parfois, mais dont nous sommes toujours libres de nous sortir si la conscience a atteint un certain taux de compréhension. Voilà. Donc là, tu parlais de la récolte des âmes, etc. Oui, dans les compréhensions un peu les plus sombres de l'éveil, on dit que justement, quand on meurt, certains se font passer pour des choses lumineuses et en fait c'est un cercle de l'incarnation, etc. Mais tout ça, moi, c'est pas trop mon truc, c'est plus ton dada, Michael. Voilà. Mais oui, ça existe, mais je pense qu'on peut quand même, avec une conscience qui s'élève, sortir de tout ça et comprendre à un moment donné et dire non. Parce que quand on dit non, c'est non. C'est quand on ne sait pas et qu'on y va que là, voilà. C'est pour ça que c'est bien de le savoir. Oui, donc dites non. Ouais. Quand on canalise, Ouais. Quelqu'un qui se fait passer pour un être humain. Absolument. Comment on reconnaît? C'est subtil. C'est extrêmement subtil et déjà je pense que c'est comment on se sent. Et c'est pour ça, puisque je ne les vois pas, que moi je garde toujours du discernement. Et c'est pour ça aussi que je n'aime pas faire ça en public, etc. Parce que je n'ai aucune preuve
De qui parle? Après, je fais confiance quand même, parce que là, je ressens t'es gonflé, quoi. Parce que voilà, je me sens vachement accompagnée et tout ça. Enfin, voilà, mais comme chacun. Hein. Mais après, il faut faire confiance à vos ressentis. Hein. Exactement. Voilà. Il faut faire confiance à son ressenti, ses intuitions. Mais je pense qu'il y a une sécurité du doute. Il faut pas douter tout le temps, mais c'est bien quand même de garder le bénéfice du doute. Bah merci. Merci.